Bonjour à tous, bienvenue ici chez Epoca pour un événement qui est attendu chaque année dans le monde des entreprises. C'est à la fois le palmarès, mais aussi autour d'un thème qui intéresse beaucoup de gens au moment où la politique inspire moins de confiance que les entreprises, on le verra. Bienvenue pour cet événement, comme chaque année, les entreprises les plus crédibles en matière de communication. Alors on parlera de RSE, on aura des tables rondes très impressionnantes. Vous êtes 400 à nous suivre à distance en ce moment, donc je salue ceux qui nous regardent depuis chez eux, depuis leur travail, et puis une centaine de personnes ici dans les locaux parisiens du groupe Epoca. Une première table ronde, je vais vous présenter nos invités dans quelques secondes, et puis deux autres tables rondes avec des chefs d'entreprise, des patrons de la communication de grands groupes. On s'interrogera sur l'entreprise, on se posera la question, acteur de confiance. On parlera aussi de la parole des entreprises, parfois discrète, alors que les crises, malheureusement, se multiplient depuis la crise Covid. Et puis, on abordera aussi, c'est un point déterminant, les clés de la crédibilité en 2023. Ce sera les sujets, en gros, de la première table ronde. Et puis, une seconde table ronde avec les canaux, les leviers de la crédibilité en matière de communication au sein des entreprises, tels que les acteurs le voient. Impact et attente en matière de communication de RSE, je vous le disais, c'est un focus important lorsqu'on parle de crédibilité des entreprises. Et puis, un sujet que les DIRCOM connaissent bien, les raisons d'être, les raisons d'agir. On parlera aussi de marques employeurs, tout cela autour de la confiance des entreprises. Donc, premier plateau avec Mathieu Gabet, le patron, le président d'Epoca. Mathieu, bonsoir. Bonsoir Eric. J'ai aussi beaucoup de chance parce que on écoute toujours ces commentaires, ces analyses, et vous avez une grande étude, Delphine Martelly-Banegas, directrice du pôle corporate d'Aris Interactive. Soyez la bienvenue. Merci Eric. Vous serez un peu, c'est pas péjoratif, le fil rouge, parce que c'est vous la sachante, c'est vous qui allez nous dévoiler les attentes du public en matière de crédibilité des entreprises. Et puis un partenaire incontournable, bien sûr, le directeur de la rédaction du magazine Stratégie, Gilles Wibo. Soyez le bienvenu. Merci, bonsoir. Ça Eric. va ? Ça va, tout va bien. Alors Mathieu, je le disais, 400 personnes qui nous regardent en ce moment. Exactement, on est très fiers effectivement chez Epoca d'avoir pu, à l'initiative d'Aris Interactive il y a maintenant 4 ans, de créer ce dispositif autour de la crédibilité des marques, des entreprises. Alors quelques mots quand même sur l'agence qu'on copilote avec Manuel Lagny. C'est aujourd'hui un petit peu plus de 200 collaborateurs qui accompagnent 350 entreprises, institutions, marques dans toute leur stratégie de communication. Et on a la chance d'intervenir sur toutes les composantes de la marque, du contenu, du social media, du relation presse, de l'événementiel, de la marque employeur, de la communication interne, du marketing digital, sur des projets petits, moyens, importants, en ayant et en apportant une réponse globale, performante, de qualité, mais aussi agile à nos grands clients français et internationaux, mais aussi à des startups, des PME, des ETI. Et on a eu la chance de remporter de nombreux prix ces derniers mois. Donc merci aussi à tous nos clients par rapport à ça. On a souhaité effectivement, Eric, réfléchir avec les équipes d'Aris Interactive il y a maintenant, ça fait presque 5 ans, puisque c'est la 4e édition aujourd'hui, sur des grandes thématiques autour de la crédibilité que vous voyez à l'écran. C'est des questions qu'en tant que communicant, avec les 200 collaboratrices et collaborateurs d'Epoca, on se posait au quotidien, sur lequel on était challengé par nos clients, direction de la communication, direction générale, et on a voulu avoir des éléments concrets, chiffrés, etc. etc. Et donc, on a partagé ce point avec les équipes de Delphine d'Aris Interactive en disant qu'est-ce que tu peux nous proposer qui nous éclairerait, qui éclairerait le marché et qui éclairerait évidemment un média comme celui de Stratégie sur le sujet. Donc, des thématiques extrêmement riches. Et puis, alors, entre nous soit dit, c'est à mon sens le moins intéressant, des classements aussi en termes de notoriété sur la crédibilité de la part des entreprises et des institutions, mais c'est toujours important aussi de mesurer parce que tout ce qui se mesure s'améliore. Donc on aura dans la dernière partie l'occasion de présenter ça, mais surtout ce qui m'intéresse, c'est les grandes thématiques et tout le travail qui a été fait par les équipes de Delphine. Alors Delphine, Madame Fil Rouge, donc cette étude chaque année qui est regardée, qui intéresse le monde des entreprises, la méthode, et puis on déroulera tout au long des plateaux les principaux enseignements de cette étude. Bien sûr, quelques mots sur Aris, Mathieu l'a rappelé.
On avait très à cœur de travailler sur ces sujets dans le département corporate d'Aris, mais aussi parce que dans cette maison, vous le voyez, il y a énormément d'expertise et une très très forte connaissance du monde des entreprises, de la communication des entreprises et des grands sujets et des enjeux de l'entreprise. Donc on a eu envie, effectivement, Mathieu, il y a quelques années, de les partager. Et on a traversé des actualités et des contextes assez émouvants, mais toujours avec cette curiosité d'aller comprendre vraiment quels sont les enjeux vraiment pour la communication des entreprises aujourd'hui et quelle place aussi occupe l'entreprise finalement dans la communication au sens large par rapport à d'autres acteurs. On va y venir tout de suite. Donc vous le voyez, Aris, c'est un institut pluridisciplinaire avec beaucoup d'expertise sur des sujets très très différents. Une centaine de collaborateurs en France, 300 clients en 2020. C'est pour dire, voilà, on épouse finalement le quotidien de beaucoup d'entreprises chez Aris et on y était absolument sensible. Petit mot sur la méthodologie. Oui. Ça intéresse tout le monde, forcément. Bien sûr. Chaque année, j'aime bien le dire, mais j'insiste quand même sur le caractère un peu unique de cette étude. Et merci à Epoca aussi de nous soutenir pour la réaliser chaque année. Unique parce qu'on a un échantillon, vous le voyez, de 6002 répondants. Donc c'est un très gros échantillon. C'est rare dans les études publiées. On en entend parler très souvent qu'on dépasse les 1000 personnes. On est sur 6000 répondants représentatifs de la population française. Pourquoi ? Parce qu'on a envie, au travers de cette étude, d'aller vraiment dans l'analyse en profondeur de tous les sujets, encore une fois de la communication d'entreprise, mais aussi finalement de ce que les Français pensent de chacune des 250 entreprises testées, puisqu'il s'agit bien, effectivement, Mathieu l'a rappelé, de faire un palmarès sur la base de cette liste quand même très copieuse de 250 entreprises testées. Petit mot quand même sur la période de terrain. Toute fin d'année 2022, début d'année 2023. On va y revenir. On est déjà dans ce contexte quand même de très forte préoccupation des Français et toutes les enquêtes d'opinion d'Aris Interactive l'ont montré. Très forte préoccupation autour des sujets crise énergétique, pouvoir d'achat. Bien évidemment, on va en retrouver beaucoup de traces dans l'édition de cette année de ce baromètre. Gilles, un mot aussi, stratégie, partenaire fidèle, partenaire efficace. Une fois de plus, vous êtes au rendez-vous à la fois de ce classement et de cette discussion. Oui, d'abord sur stratégie. Alors stratégie, ça a 52 ans, un petit peu plus que moi, mais pas beaucoup plus. Et ça fait 52 ans qu'on est hebdo, donc un magazine papier. On est un modèle finalement où, à l'heure de ChatGPT, nous on croit toujours aux journalistes. On a une vingtaine de cartes de presse. On pense que c'est l'intelligence qu'on trouve dans cette étude, mais aussi l'intelligence des journalistes qui aide à décrypter ce marché, à accompagner les professionnels de la com et à les guider vers les bons choix. Donc on le fait à travers notre mag, nos newsletters, notre nouveau site dans lequel on nous proposera plus de services à partir de fin mai et on accompagnera encore mieux là aussi pour être plus utile aux professionnels de la com. Pour en revenir à l'étude, moi ce que j'aime bien c'est que finalement elle est très complète et je me disais en début d'année c'est comme une feuille de route pour les DIRCOM. C'est-à-dire qu'elle est tellement complète qu'il y a les tendances, il y a les mots-clés de l'année. Finalement c'est une manière de prendre le pouls pour un DIRCOM de se dire tiens, là, il ne faut pas que je me trompe, il faut que j'aille sur ce terrain-là. Moi, ce qui m'a frappé en particulier, c'est le sujet. Alors, l'alerte pour les groupes du CAC 40 et pour les groupes internationaux, même si l'étude a été faite juste avant la publication des résultats des groupes du CAC 40, on voit qu'il y a un décrochage. Il y avait une sorte de pacte, j'allais dire, national autour des entreprises, noué entre les entreprises et les Français autour du Covid. Et depuis le Covid, on voit que ça se fissure. Ça se fissure parce que là, d'un côté, il y a ces résultats très bons des groupes du CAC 40 qui viennent d'être publiés. Et de l'autre côté, les Français, au quotidien, sont confrontés à cette inflation. Et ils commencent à être soupçonneux sur l'utilité et la façon dont les groupes sont transparents sur les prix. C'est un sujet important, comment ils fixent leurs prix aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont vraiment transparents sur les prix et les services? Donc je pense qu'il y a des sujets importants qui doivent être des alertes aussi pour les groupes du CAC 40, pour les groupes internationaux. On y reviendra tout à l'heure. Et puis l'attachement quand même, la confiance qui reste au global très forte dans l'entreprise. Dans un monde qui est chahuté, même s'il y a ce cas particulier des groupes du CAC 40 et des groupes internationaux, je trouve que c'est intéressant de voir que beaucoup de choses sont instables en ce moment. L'entreprise, elle reste au centre quand même. Il y a quelque chose de fort par rapport à 2019. On verra, on est vraiment, c'est comme si pour l'instant c'était installé. Et la proximité, là aussi je trouve ça très intéressant. La proximité, c'est-à-dire que j'ai confiance dans mon entreprise de quartier, encore plus que dans l'entreprise nationale, encore plus que dans l'entreprise internationale. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui s'est installé avec le Covid et qui finalement est resté. Voilà.
il y a plein d'autres choses, hein, Oui. mais je vais pas Merci tout beaucoup, merci beaucoup, Gilles. Ben, on va marquer une première pause parce que voilà, beaucoup de questions ont été soulevées. On va les aborder dans cette première table ronde autour de l'entreprise acteur de confiance. Il y avait un point d'interrogation. Vu le climat politique et social en ce moment, j'ai envie d'enlever le point d'interrogation et d'affirmer que l'entreprise, justement, devient une sorte d'amère, de repère de la confiance pour beaucoup de Français. On se retrouve dans quelques secondes. Voilà, de retour sur notre plateau pour mettre en avant les entreprises crédibles en termes de communication, avec déjà un plateau de choix. Valérie Lorenz-Poinceau, bonjour. Bonjour. Vous êtes la patronne du groupe Boiron. Alors Boiron, bon, ça parle à tout le monde évidemment. On est dans l'homéopathie notamment. Et puis c'était intéressant de vous avoir parce que voilà une entreprise ancrée dans les territoires, une entreprise française. Et on verra quel avantage, quel inconvénient face aux crises que vous avez traversées, tout cela représente. Bienvenue également à Olivier Nolan, le président de SAP France. Mon cher Olivier, soyez le bienvenu. Merci. Sont restés avec nous Delphine et Mathieu Gabet. Et puis, je tiens évidemment à saluer très chaleureusement Philippe Brossard, le DG d'Auchan Retail, qui est à distance. Philippe, soyez le bienvenu. J'espère que vous nous entendez bien. Et que vous pourrez participer. Très bien, c'est parfait, merci. Voilà, et que vous pourrez participer. Alors, comme c'est plus difficile quand on est à distance que quand on est en présentiel, n'hésitez pas, évidemment, à intervenir dès que vous le souhaitez. Mais j'ai plein de questions également à vous poser. Valérie, je vais commencer avec vous. Je disais, entreprise ancrée dans son territoire, entreprise familiale, jusqu'il y a très peu, entreprise française dans la région de Rhône-Alpes. Comment est-ce que vous avez tiré bénéfice, si je puis dire, des crises successives que l'on a vécues au niveau macroéconomique, mais que vous avez vécues aussi au niveau microéconomique, puisque, on le sait, c'était quoi, il y a 2 ans, 3 ans, l'homéopathie a été déremboursée. Alors, de belles questions et des questions complexes, parce qu'effectivement, on a vécu beaucoup de choses les dernières années, mais déjà, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à la confiance, c'est que nous, la confiance, elle a 90 ans. Elle ne s'est pas construite les 3 dernières années. On est une entreprise qui a été créée à la demande des médecins et qui a toujours fait fonctionner une chaîne de confiance. Parce que pour fabriquer des médicaments homéopathiques, on a besoin de beaucoup de matières qui doivent être absolument fiables. On a besoin de plantes. Et 90% de nos plantes sont issues de l'habitat naturel français. On a besoin d'eau. On a besoin d'eau de qualité, on a besoin d'énergie. Et donc, c'est toute une chaîne de confiance qui s'est mise en route depuis 90 ans avec nos récoltants, avec les clients qui sont les pharmaciens, avec les médecins et avec les patients. Et en fait, cette chaîne de confiance, quand vous êtes en situation de crise extrême, parce que je peux vous dire que voilà, il fallait tenir le bateau quand on a eu les attaques, on va dire en règle d'ailleurs de notre gouvernement, faut le dire, le déremboursement qui s'est fait de manière violente, un plan de sauvegarde de l'emploi qui a fallu mettre en place en un temps record et de 512 personnes, donc c'était pas un petit plan. Et ben c'est à ce moment-là que vous voyez que la confiance qui s'est installée depuis très longtemps, et d'ailleurs j'ai pensé à vous parce qu'il y a une étude Harris Interactive
objectifs qui montrent que 88% des Français regardent l'origine des médicaments. Et c'est un critère important, voire crucial, dans leur choix de santé. Ça paye. Et dernièrement, pour répondre aussi à votre question, tout dernièrement, quand il y a eu les problématiques mondiales d'approvisionnement, eh bien, Boiron, qui a un réseau français, européen de fournisseurs, s'est serré les coudes. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'en décembre, voilà une solidarité. Il fallait trouver du multitone, il fallait trouver du verre, il fallait trouver du carton, il fallait trouver plein de choses. Eh bien, pour faire des sirops, par exemple, je peux vous dire qu'en décembre, les pharmaciens appelaient, disant on vous appelle vous parce que vous êtes les seuls à avoir du sirop. Valérie, ce qui est très impressionnant, j'ai trouvé, c'est que quand on regarde dans le détail, l'ancienneté de vos collaborateurs est presque, je ne sais pas si c'est un record de France pour une entreprise de terroir, mais je crois que c'est 18-20 ans d'ancienneté. Donc cette confiance, elle passe par les collaborateurs. C'est la meilleure image qu'ils puissent renvoyer dans la confiance qu'ils ont dans l'entreprise. Tout à fait. Alors il y a des personnes là, que je vois dans mon bureau qui quittent l'entreprise, qui ont 43 ans, 44 ans d'ancienneté, qui ont fait toute leur carrière chez Boiron. Et puis après, on a les enfants. Donc, ce qui se passe au niveau des fournisseurs, c'est-à-dire que, par exemple, les récoltants de plantes, ça se transmet de père en fils ou de père en fille, etc. Et bien, au niveau des salariés, il y a aussi cette continuité. Parce que, effectivement, les enfants qui voient que leurs parents sont heureux dans l'entreprise ont aussi envie de venir. Donc ça, c'est aussi assez exceptionnel. Olivier, un mot. Alors, je ne veux pas dire que vous êtes la contraposée, que bon, les journalistes sont un peu caricaturaux, mais voilà une entreprise française ancrée dans le territoire qui se délocalisera sans doute jamais. Et vous, vous êtes un groupe, j'allais dire, international, allemand, SAP. Vous êtes, alors ça je l'ai découvert, le seul leader mondial qui est européen. Dans notre domaine, oui. Dans votre domaine, ouais. Bon, il faut quand même le souligner. Ouais. Vous, on a l'impression qu'il y a une verticalité dans la confiance qui passe sans doute aussi par les collaborateurs et par les clients. Ouais. Mais c'est plus vertical, alors que chez Boiron, ça me semble être beaucoup plus horizontal. Alors, nous, SAP, on est effectivement, on a 50 ans et on est une entreprise allemande, donc effectivement, la plus grosse boîte de tech européenne, ça c'est important. Ça nous donne une responsabilité d'ailleurs hein, dans la tech. Et c'est vrai que nous, la confiance, elle est apportée aussi par nos clients qu'on supporte sur des applications extrêmement critiques depuis des années. Donc on essaye toutefois, nous, sur les thématiques qui sont les nôtres, hein, dans les technologies, on parle beaucoup de Tech for Good, donc on est à la fois, j'aime bien dire, à la fois engagé et responsable dans notre activité, parce qu'on a une responsabilité, parce qu'on peut être source de problèmes, on a notre empreinte carbone à monitorer, on a aussi, dans notre domaine aussi, une responsabilité sur des aspects de diversité, et on pourra y revenir. Mais aussi, on est aussi une solution en fait, pour nos clients. En fait. On apporte des solutions pour que les entreprises puissent être encore plus crédibles et supporter leurs engagements RSE. En fait. Donc la technologie permet aux entreprises en fait, de supporter ces engagements et de pouvoir les mesurer dans le temps. Donc, en fait, alors Philippe Brochard, j'aimerais vous interroger également, parce que alors, voilà un secteur Auchan, si l'on est un, qui est aujourd'hui au cœur de toutes les discussions, de toutes les crises. On vous demande, à vous comme aux autres enseignes de distribution, d'avoir les meilleurs produits, d'être pas cher, d'être traçable. Et en matière de communication, mais vous allez m'arrêter parce que je vais dire une bêtise, j'ai l'impression que la communication de Auchan, dont vous êtes le directeur général pour le retail en France et au Luxembourg, elle est, j'allais dire par essence, par construction, plus discrète que d'autres groupes où chez Leclerc, on expose un homme en particulier, parce qu'il y a aussi cette culture familiale du groupe Mullier. Oui, alors il y a plusieurs questions dans votre question. Comme vous l'avez justement dit, distributeur, on est en ce moment sur tous les fronts. Je crois que moi, je suis dans la grande distribution depuis 7 ans. Je n'avais jamais connu ça. On doit être acteur de la préservation de l'amont agricole et de nos producteurs. On doit rendre accessible la bonne alimentation à tous. On doit aider le consommateur à mieux comprendre ce qu'il achète. On doit participer à l'effort collectif pour réduire notre impact sur l'environnement. On doit être sur toutes les opérations de solidarité dans toutes les crises. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui,
de par la proximité et le lien social qu'on a sur l'ensemble du territoire, on a un sujet qui est celui d'identifier clairement nos engagements et de les inscrire, de les intégrer dans la stratégie globale de l'entreprise. Alors, vous l'avez dit, on est une entreprise qui est plutôt discrète. Mais moi, je dirais plutôt qu'on est une entreprise qui est humble dans sa communication, dans la mesure où nous, on a l'action comme fondation. L'action comme fondation, et j'insiste beaucoup là-dessus. Moi, mon sujet n'est pas de communiquer sur ce que je vais faire, mais de ne prendre la parole que quand j'ai fait les choses. Et ça, c'est un élément d'ADN extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai une entreprise qui est viable, qui se développe, qui d'ailleurs repart fortement en croissance, sans avoir à surinvestir dans ma part de voix. Parce que toute la stratégie de l'entreprise, c'est une stratégie de communication indirecte et d'ambassadeur. Delphine, on va peut-être parler de quelques résultats de cette étude, peut-être d'ailleurs à la lumière de ce qui est très intéressant et qui vient d'être dit. Ouais. Et pour rebondir sur la première question, qui était quand même, et vous l'avez tous rappelé, un contexte qui est à nouveau compliqué, qui exerce des pressions nombreuses sur l'ensemble des entreprises. Où en est-on de ce rapport de confiance finalement entre les Français et les entreprises? On a ce résultat que vous voyez apparaître, une édition qui vraiment confirme la consolidation que les Français accordent à l'entreprise. Alors en gros, ça veut dire qu'il y a énormément d'attentes et vous l'avez tous rappelé. Mais quand on regarde ce premier résultat, vous voyez une liste d'acteurs. Pour chacun des acteurs, on demandait aux Français s'ils leur accordaient leur confiance quand ils prennent la parole. Vous voyez, les entreprises se classent désormais et de manière structurelle depuis quelques années au 3e rang des acteurs en qui on place sa confiance quand on est français aujourd'hui, quand ils prennent la parole. Devant, vous le voyez, les élus locaux, devant les fédérations professionnelles, devant des experts comme les économistes, et on le voit bien loin devant des acteurs médiatiques et politico-syndicaux pour le dire extrêmement vite. Mais je pense que la perspective historique, et c'est aussi la grande opportunité que nous offre cette étude, est extrêmement intéressante. On le voit, Eric l'a rappelé tout à l'heure, c'est pas simplement une consolidation de la croissance, c'est une augmentation, une élévation de la confiance des Français envers les entreprises, année après année. Alors c'est spectaculaire par rapport à l'avant-crise sanitaire d'une certaine manière, c'est plus 9 points quand même par rapport à 2019, mais on voit que même à la sortie de la crise sanitaire, dans un contexte nouveau, avec une crise quand même de pouvoir d'achat qu'on a rappelé, la confiance continue à monter. On gagne encore 2 points par rapport à l'édition précédente. Donc on a vraiment une consolidation. Et donc, évidemment, en parallèle, une attente encore plus forte de vos publics au sens très large. Vous avez parlé clients, vous avez parlé fournisseurs, vous avez parlé salariés, de l'ensemble des publics à l'égard des entreprises. En parallèle, et par phénomène de vase communicant quand même, mais bon, le contexte très actuel là le montre, on a un recul de la confiance dans les acteurs politiques et surtout politiques nationaux. Clair que la période récente ne va certainement pas améliorer les choses de ce point de vue-là. Et c'est intéressant à observer, une confiance quand même qui se consolide pour les entreprises, je l'ai dit, mais aussi pour les acteurs finalement plus largement du monde du travail. Regardez la courbe sur les fédérations professionnelles par exemple, qui sont quand même des acteurs très crédités de confiance, mais aussi les syndicats qui font partie de cette sphère extrêmement large que vous avez déjà décrite tous les trois, qui participent effectivement de cette confiance finalement dans les acteurs économiques et les acteurs du monde du travail aujourd'hui. Alors, Valérie, j'ai l'impression, mais là aussi vous m'arrêtez dès que je dis une idiotie, qu'il y a une certaine forme de pudeur chez Boiron en termes de communication. Moi, j'ai découvert des actions qui mériteraient peut-être que vous en parliez à un plus large public, par exemple en termes d'énergie, sur le photovoltaïque, les associations pour lesquelles vous travaillez. Et tout ça se fait avec pudeur, tranquillité. Est-ce que, lorsque vous voyez ce baromètre, il y a une demande, il y a une appétence des Français, des consommateurs, parce qu'ils ont confiance dans l'entreprise, ça ne vous donne pas envie de communiquer davantage sur des sujets qui sont des sujets qui traversent la société française et qui sont porteurs? Vous posez le sujet du savoir-faire et du faire savoir, en fait. Il faut savoir aussi qu'au-delà d'être DG de Boiron, je suis coprésidente d'un club d'entreprises de taille intermédiaire pour la région. Et on a eu besoin de se regrouper. On est 50 aujourd'hui pour justement se serrer les coudes, défendre nos entreprises, parce qu'il faut savoir qu'en France, on est beaucoup moins aidé, par exemple, que chez nos amis allemands. Je ne sais pas si vous le vivez en Allemagne, au siège de SAP. En tout cas, c'est une réalité. Donc, en fait, on aidait, en
résumé, on est des gros bosseurs. On est des gros bosseurs pour sortir la tête de l'eau, aider nos entreprises, surtout quand il y a des coups durs comme les crises énergétiques, etc. Et on est des faiseurs. Donc on fait. Maintenant, force est de constater, vu ce que vous dites, qu'on ne le fait peut-être pas assez savoir. Alors, moi j'ai l'impression que je le fais savoir parce que par exemple, vous citiez le fait que l'année dernière, en juin, j'ai décidé de signer un partenariat pour 11 000 m² de panneaux photovoltaïques en ombrière, ce qui représente 13% de besoins énergétiques du site, et c'est pas fini. Je le fais savoir, sauf que derrière, il faut que les gens s'en rendent compte, mais surtout, il faut qu'il y ait une mise en œuvre. Il faut savoir que la mise en œuvre, elle est très longue, parce qu'il faut faire des fouilles, parce qu'il faut faire des papiers. Les panneaux photovoltaïques, on va les avoir en 2024, si tout va bien. Ça veut dire 2 ans, alors que la crise, elle est tout de suite. Donc il y a une certaine lenteur aussi dans nos entreprises, qui n'est pas de notre fait, mais qui est liée à toutes les problématiques administratives. L'autre point aussi, il faut savoir que quand vous voyez, et c'est complètement normal, des salariés qui ont des difficultés à finir le mois, qui ont des difficultés à aller mettre de l'essence et qui vous disent on peut être en télétravail, ça nous évite... Voilà, on se dit, nous, en tant qu'entreprise, effectivement, on a une certaine pudeur à aller se plaindre, entre guillemets, quand on a encore du résultat. Parce que, Dieu merci, grâce à tout ce qu'on fait, on obtient des résultats. Et ce qui nous permet de revoir un peu de rose et avoir des rêves pour emmener l'entreprise plus loin, pour accueillir des nouveaux salariés, etc. Donc oui, j'avoue qu'on ne veut pas forcément se plaindre quand on voit d'autres personnes qui sont plus en difficulté que nous. Philippe, un mot peut-être. Quel est le véhicule de prise de parole de Auchan ? Alors, je ne vais pas le renommer, mais vous avez un grand concurrent qui capitalise beaucoup sur son réseau de franchisés, par exemple. Quel est le véhicule principal de prise de parole de votre entreprise ? C'est une excellente question. On a en place la construction d'une communication indirecte pour notre entreprise. C'est-à-dire qu'on développe une stratégie de communication qui est probablement beaucoup moins grand public que certains de mes grands concurrents. Mais en fait, c'est une stratégie d'ambassadeur. Vous voyez, sur le salon de l'agriculture, j'ai racheté des stocks de produits bio suite à des ruptures contractuelles de certains de mes concurrents. J'ai reçu depuis ce matin 5 appels de patrons de coopératives qui veulent augmenter leurs engagements avec nous. Donc en fait, c'est tout ce qui fait la subtilité de l'entreprise que je dirige, qui a un ADN qui est très particulier. Et donc aujourd'hui, on investit énormément dans cette stratégie d'ambassadeur qui nous ressemble, qui aujourd'hui ancre les fondations et la crédibilité de l'entreprise, et puis qui évidemment, demain, va être amplifiée avec une communication bien plus grand public. Mais le plus difficile, c'est pas de communiquer ce qu'on va faire, c'est d'être absolument irréprochable sur les preuves qu'on communique. Et donc on va rentrer dans une deuxième séquence de la vie de l'entreprise, maintenant que les preuves sont en place. Olivier Nolan, chez SAP, quand on a comme objectif, par exemple, d'être neutre en termes de carbone en 2030, bon, ça, évidemment, c'est quelque chose qui parle, j'allais dire, à toutes les générations, aux plus jeunes, mais aussi aux plus anciens. On décide de prendre la parole, de le faire savoir, ou alors, à l'instar un peu de ce qu'on disait sur ce plateau, on préfère le faire d'abord, et en 2030, on communiquera autour de cet objectif atteint. Alors, on a des objectifs intermédiaires. Il y a un objectif qui est atteint dès cette année, en fait, qui est la neutralité carbone sur nos opérations directes. En fait. Et 2030, c'est la neutralité globale, en fait, sur tous les scopes. Donc, la réponse à votre question, c'est les deux, en fait. Nous, on est dans le B2B, contrairement à Boiron Auchan. Donc, c'est premièrement une exigence de nos clients aujourd'hui, qui nous demandent, en fait, de certifier que nos opérations sont à neutralité carbone. Donc, on le communique forcément parce que c'est comme ça qu'on conserve et qu'on gagne de nouveaux clients. Et globalement, je pense qu'il y a dans l'environnement de la tech au sens large, parce que la tech, a priori, est responsable de 4% des émissions carbone au niveau mondial, il y a une forte pression sur les opérations cloud et s'assurer qu'on met sous contrôle et on met en neutralité toutes ces opérations. Donc on a une communication qui est obligatoire, mais en effet, on s'assure d'abord de le faire et de prouver avant de pouvoir communiquer. Juste, quand on a 100 000 collaborateurs dans le monde, en Europe,
On a d'abord envie de faire connaître en termes de communication en interne ces objectifs parce que ça valorise la démarche qui est celle de l'entreprise et ça rassure les collaborateurs, ou bien on a envie de communiquer d'abord à l'extérieur en direction de ses concurrents et de ses clients. Ouais. Les deux, en fait, c'est un enjeu sur les deux aspects. En fait, on a dans le domaine de la tech un enjeu important de recrutement, d'attraction et de rétention des talents. Et particulièrement sur les générations en quête de sens, le fait d'être engagé sur ces problématiques-là, c'est extrêmement important. Et ça peut être un facteur de choix d'entreprise. Donc on communique bien évidemment vis-à-vis de nos employés. Un élément extrêmement important aussi, c'est qu'on fait en sorte que nos employés soient engagés. Donc il y a bien évidemment nos opérations, mais il y a aussi tout ce qu'on peut faire globalement pour arriver à cette neutralité carbone. Et je le disais aussi, en fait, on a une spécificité, c'est qu'on propose, nous, des solutions également pour que nos clients puissent travailler sur cette neutralité carbone. Ça veut dire sur la conception des produits, comment on les aide à modéliser des produits qui réduisent l'empreinte carbone, et puis également sur comment ils reportent leurs engagements vis-à-vis de la réglementation. Delphine, quelques commentaires sur quelques slides, peut-être qui illustrent ce qu'on vient de dire. Aussi, Ouais, hein. alors, déjà, un point que vous avez tout soulevé quand même, c'est le registre dans lequel on s'inscrit en tant qu'entreprise. Et on voit que la confiance, elle est aussi guidée par des modèles d'entreprise qui vont plus porter la confiance que d'autres. Les modèles, on va dire, qui sont les plus susceptibles de créer cette confiance et ce rapport de confiance avec les Français, structurellement quand même, commencent à s'installer dans le temps. On le voit autour de deux types de modèles. Les entreprises de la proximité. Alors quand je dis la proximité, c'est ce que vous rappeliez tout à l'heure, l'implantation locale, la proximité dans le territoire géographique, mais c'est aussi la proximité au sujet. On peut être moins installé dans le territoire, mais parler aux Français parce qu'on parle de leur sujet de préoccupation quotidienne, d'une certaine manière. Premier modèle, donc les entreprises de proximité, Gilles l'a rappelé en introduction, ou les entreprises françaises qui ont leur siège aussi en France. Le deuxième modèle, quand même, c'est le registre du petit, plutôt la petite et moyenne entreprise qui, assez naturellement, assez mécaniquement, suscite cette confiance quand elle prend la parole. Et puis, on a un modèle dont vous avez parlé aussi à l'instant, qui est celui du mutualisme, de l'associatif ou du coopératif qui, encore une fois, assez naturellement, est un acteur et un vecteur important pour les entreprises qui ont ce type de partenaire parce que c'est un acteur qui vraiment suscite de la confiance, là encore assez facilement. À l'inverse, vous voyez, c'est le bas du tableau qui est ici. Quand on est gros, quand on est loin, on est une entreprise du CAC 40, on a une entreprise à dimension internationale, on suscite davantage de méfiance quand on prend la parole et surtout on le voit, et Gilles le rappelait tout à l'heure en introduction, on a eu l'impression pendant la crise sanitaire que finalement ces modèles d'entreprise jouaient moins, qu'à un moment donné on le voit, la défiance à l'égard des plus grosses et des plus grandes avait tendance à reculer pendant la crise sanitaire. On voit qu'à la sortie de la crise sanitaire, dans ce contexte nouveau, de crise de pouvoir d'achat notamment, la défiance à nouveau à l'égard des plus grandes et des plus grosses recommence à s'installer. Donc on a vraiment, il faut l'avoir en tête, on peut parler d'entreprise au sens global, c'est important. On sait qu'au sein de ce modèle d'entreprise, il y a des sous-catégories qui portent plus naturellement la confiance que d'autres. Et puis je voulais revenir aussi peut-être sur un résultat que vous avez tous abordé d'une certaine manière. Est-ce qu'on prend pas assez la parole, dans quelles conditions et comment il faudrait le faire. C'est une question qu'on suit depuis la crise sanitaire. On voulait avoir le retour des Français sur finalement, est-ce qu'on entend assez les entreprises, est-ce qu'elles parlent assez, est-ce qu'elles parlent assez de ceux qui me préoccupent aussi. Vous avez sur la droite ce qu'on avait mesuré pendant la crise sanitaire. À l'époque, 54%, une majorité de Français estimaient que les entreprises prenaient suffisamment la parole. Regardez aujourd'hui, 36% seulement. Eh oui. Donc, je le disais tout à l'heure, on le voit dès le premier résultat. Il y a une confiance qui s'élève, ça veut dire qu'il y a des attentes qui s'élèvent, et les contextes de crise ne font que amplifier ces attentes. Et on voit que cette fois-ci, on est encore sur un champ d'attente encore plus important. Un tiers, de la même manière, estime que dans cette crise-là, les entreprises répondent bien à leurs préoccupations. C'était 53% des Français qui le pensaient lors de la crise sanitaire. Et un tiers aussi, qu'elles communiquent au bon moment, en temps réel d'une certaine manière. C'était là encore une petite majorité de Français pendant la crise sanitaire. Donc il y a, semble-t-il, un contexte qui est à prendre en compte vraiment, et Gilles disait, c'est un peu la feuille de route de 2023, un nouveau contexte qui rend encore plus
exigeant les Français à l'égard de vos prises de parole, très clairement. Valérie Lorenz-Poinceau, alors moi j'essaie de mettre modestement à votre place. Je me dis, quand on a des atouts pareils, je pense à 90% de vos fournisseurs qui sont français, au moment où le pouvoir politique parle de relocalisation, de Made in France, est-ce que là, vous n'avez pas un formidable vecteur de communication qui, pardonnez-moi, j'ai découvert le chiffre, n'est peut-être pas assez connu? Ah, pourtant, on en parle. Hein. Pourtant, voilà, dans les médias, chaque fois que je suis interviewée, je le dis, mais on n'est pas forcément entendu. Donc, ça me donnait une idée quand vous parliez, madame, c'est qu'il faudrait que les journalistes, finalement, interviewent plus les entreprises. Parce que c'est vrai que... C'est pour ça qu'ils sont décrédibilisés, vous voyez. Ouais, voilà, mais c'est là la problématique, c'est que de manière positive, faut peut-être interviewer plus les entreprises que les politiques quand je regarde vos chiffres. En tout cas, voilà, nous, c'est encore une fois pareil, peut-être de la pudeur ou je sais pas, de l'humilité, mais voilà, on sait ce qu'on fait, on essaye de le faire le mieux possible parce que pour nous, c'est la qualité qui prime et du coup, d'avoir des plantes de qualité, des produits de qualité, c'est essentiel, surtout quand on s'attache à la santé. Maintenant, voilà, j'ai rien contre le dire, c'est juste qu'il faut aussi qu'on nous permette de le dire. Philippe Brochard, à peu près la même question, mais sur une autre thématique. Auchan, c'est souvent mettre en avant, et sans doute à bon escient, la bonne alimentation. Mais la bonne alimentation, c'est une question aussi de souveraineté agricole. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes suffisamment présent en termes de communication, en interne ou en externe, sur ce duo qui parle beaucoup aux gens en ce moment, c'est-à-dire bonne alimentation, souveraineté agricole? Oui, alors c'est un duo qui est en ce moment pas aussi audible qu'il devrait l'être. En fait, je crois que ce qui est important, c'est de reposer la ligne directrice de l'entreprise, qui est une ligne dont on ne dévie pas en fonction de l'actualité ou des effets de bord de communication qui peut y avoir. Vous l'avez peut-être remarqué, moi je suis une entreprise qui a globalement peu communiqué autour du pouvoir d'achat. Okay. Mon entreprise, elle est en croissance alors que je n'en parle pas. C'est quand même intéressant parce que c'est contre-intuitif. Pourquoi? Parce que la ligne directrice, la colonne vertébrale de mon plan de communication, c'est la souveraineté alimentaire et la préservation du monde agricole. Et l'ensemble de mon entreprise, l'ensemble de mes collaborateurs, la fierté de mes collaborateurs, elle est autour de cette thématique-là. Quand on a la pleine conscience qu'aujourd'hui, vous avez la consommation de poissons qui est en baisse de 16%, de viande qui est en baisse de 11%, de fruits et légumes en baisse de 7%, mais que la pâte à tartiner chocolatée fabriquée dans une usine à l'autre bout de l'Europe de l'Est, elle est en croissance de 3%, c'est qu'on n'a plus le choix. Et donc, moi, j'ai une ligne directrice, une colonne vertébrale qui aujourd'hui entretient la fierté et l'engagement de mes clients et dont je ne dévierai pas. Parce que je suis persuadé que cet engagement du temps long, c'est celui qui se... Mais Philippe, vous dites, les collaborateurs sont au courant de cette démarche qui vous honore, évidemment, quand on parle de souveraineté agricole, hein, même s'il y a encore beaucoup à faire, parce que je crois que la France importe 60% de ses légumes. Est-ce que vous n'avez pas envie que le consommateur, je vais être un peu cynique et un peu business, mais si le consommateur était plus au courant que cela, est-ce qu'il ne viendrait pas, même si vous êtes en croissance, encore plus chez vous, parce que les Français soutiennent ça? Mais bien sûr que si. C'est juste que moi, je dirige une entreprise dont le modèle économique n'attribue pas des budgets particulièrement conséquents à la communication. Parce que mon entreprise est née d'une stratégie du temps long et des actions comme fondation. Donc aujourd'hui, évidemment, on est en train de réorganiser nos stratégies de communication pour amplifier la réalité de nos combats et de nos actions. Et j'ai de fait beaucoup d'enthousiasme à ce que ça va provoquer chez le consommateur. Mais je le redis, l'alimentation, c'est du temps long. L'alimentation, c'est du temps long. Et quand moi, je vends 100% de mes pommes françaises et que certains vendent des pommes polonaises en pleine crise de la pomme, ce qui compte, c'est que demain, les approvisionnements de pommes seront chez moi. Et donc, j'insiste beaucoup là-dessus parce que parfois, la communication tourne autour d'un enjeu de temps court. Moi, je nourris les gens, donc c'est du temps long.
Et donc, en fait, ma stratégie de communication, évidemment, elle doit être en synchronisation avec la stratégie long terme que j'ai de sécurisation des approvisionnements alimentaires dans les prochaines années. Olivier Nolan, il y a la confiance qu'une entreprise leader européen, leader mondial pour un Européen doit avoir vis-à-vis de ses clients. Mais je voulais vous interroger aussi sur les collaborateurs. Parce que quand on est une entreprise avec 100 000 personnes, il faut être vertical et il faut être sûr de ses choix. Est-ce qu'il y a eu des pressions de certains collaborateurs sur certains sujets? Alors on peut parler de l'égalité homme-femme, par exemple, qui est un vrai sujet, qui est un sujet même, j'allais dire, quand on recrute des nouveaux talents dont vous avez des difficultés, qui est un sujet aussi. Est-ce que votre entreprise fait... Ah non, elle ne le fait pas, alors ça m'intéresse moins. Est-ce que sur ces sujets-là, il y a des pressions, ou sur d'autres sujets, des pressions et plus la pression est forte, plus la direction prend des décisions, et plus ça renforce forcément la confiance en interne. Bien sûr, il y a des pressions sur ce sujet, la diversité et de la diversité au sens large en fait. Donc dans l'environnement de la tech, on a un problème à résoudre, c'est qu'on n'a pas assez de femmes dans nos métiers en fait. Donc c'est un problème parce que quand on conçoit des solutions, il faut qu'on s'assure que ces solutions répondent à la majorité. Le problème vient en amont en France en tout cas, Donc, avec des écoles d'ingénieurs qui sont plus masculines que féminines. Vous avez un fort goulot d'étranglement à l'origine. Exactement, on a un goulot d'étranglement à l'origine, mais c'est une pression très forte parce qu'aujourd'hui, et notamment quand on veut attirer des jeunes talents féminins, elles se regarde un petit peu comment l'entreprise se comporte sur ce sujet-là. Donc on a cette pression qui est importante. Donc nous, on est bien évidemment extrêmement engagés. On s'engage en interne vis-à-vis de nos collaborateurs pour faire en sorte qu'on puisse promouvoir le maximum de talents féminins, qu'on puisse donner aussi les accompagner, donner des carrières qui soient enrichissantes. Et aussi, on essaye bien évidemment d'agir en amont, parce que le problème que l'on a, c'est qu'on n'a pas assez de talents féminins formés, en tout cas en France, mais ce n'est pas un problème uniquement français. Donc d'essayer très en amont d'attirer le plus possible vers les métiers de la tech. Et une des manières d'attirer aujourd'hui, c'est aussi de parler de la valeur de nos solutions. En fait. C'est au-delà de coder, en fait, on code pourquoi. Et quand on est une entreprise responsable aussi, on peut aller jusqu'à dire quel sens donner au codage. Quel sens donner au codage, exactement. Quels sont les sujets de société, puisque les jeunes générations cherchent du sens de plus en plus, et nous aussi d'ailleurs. Quelles sont les solutions qu'on peut développer? Delphine, quelques slides pour illustrer ces propos. Pour revenir sur cette articulation qui effectivement est assez épineuse entre le court terme et le long terme, parce qu'on voit bien que derrière les attentes et la confiance, il y a vraiment les deux sujets. Et peut-être on va commencer par regarder le très court terme. On leur a posé la question dans le contexte de crise, qu'est-ce qu'on attend comme type de message de la part des entreprises, quels sont les sujets qu'elles doivent vraiment saisir. On a vu que on s'est considéré qu'elle n'était pas tout à fait assez présente, en tout cas dans ce contexte de crise. C'est assez intéressant parce que c'est du très court terme, et pourtant déjà, on voit qu'il y a déjà un triptyque qu'on retrouve sur des sujets plus long terme d'une certaine manière. Il y a 3 niveaux finalement. Il y a le consommateur, et c'est la première réponse. 44% nous dit la première chose sur laquelle on attend les entreprises dans la période, c'est qu'elles nous parlent des mesures pour limiter la hausse de prix, évidemment, de leurs produits et services dans le contexte qu'on a rappelé tout à l'heure. C'est le premier niveau du triptyque. Mais regardez la suite. Le reste, ça vraiment, on a vraiment le pied salarié du triptyque. C'est le 3e item, les mesures prises pour sauvegarder l'emploi, éviter les licenciements par effectif. Occupez-vous des consommateurs, occupez-vous de vos salariés, vous le rappeliez à l'instant. Et puis plus largement, c'est le 3e pied de ce triptyque, occupez-vous de la société. On retrouve aussi des attentes autour des initiatives en faveur des fournisseurs de l'entreprise, mais aussi des initiatives en faveur des populations les plus fragilisées par ce contexte de crise. Donc vraiment une entreprise qui a plusieurs rôles à jouer, à plusieurs niveaux, avec plusieurs types de publics, dans un moment qui, on le sait, est perçu comme très très difficile par les Français.
quand on regarde cette fois-ci de manière plus structurelle et plus sur le long terme finalement, quels sont les messages vraiment qui sont porteurs de la crédibilité des entreprises, on va retrouver quand même ce triptyque. En première réponse, vous le voyez et vous le rappeliez tout à l'heure, c'est la qualité des produits et services. Ce qu'on attend avant tout de l'entreprise quand elle prend la parole, c'est de rappeler à quel soin elle donne à la qualité de ses produits et de services. C'est la première réponse, 47%. Mais, vous le voyez également, sa responsabilité sociale, sociétale au sens large, autour de la transparence sur les résultats, autour du fait qu'elle respecte ses obligations fiscales, qu'elle participe d'une certaine manière aussi de l'activité économique de ce point de vue-là, et qu'elle soit engagée dans la société en matière environnementale et sociétale sur le plan des diversités. Donc là encore, à long terme, tous ces sujets sont attendus. Et le troisième et le dernier, qu'on va retrouver à peu près au milieu de ce graphique avec 35% quand même des réponses, plus d'un tiers des Français disent qu'une des priorités attendues en termes de prise de parole des entreprises, c'est son image en tant qu'employeur. Tout ce qu'elle fait, vous parliez de diversité à l'instant, en interne, auprès de son propre corps social, avant même de se projeter, j'allais dire, sur le territoire plus large, le territoire national bien sûr. Un dernier mot peut-être avant de passer la parole pour conclure cette table ronde à Mathieu Gabet. Un dernier mot avec vous, Philippe Brochard. Quand on a discuté, j'étais impressionné par un mot que vous employez très souvent, qui est le tiers de confiance. Le tiers de confiance, est-ce qu'on peut dire que c'est la marque de fabrique de la communication d'Auchan? Et qu'est-ce que sont ces tiers de confiance? Évidemment, c'est au cœur de notre stratégie de communication. Parce que, comme je l'ai dit, on est sur une stratégie de communication d'influence. Donc, on va aller chercher des ambassadeurs, on va aller chercher une communication indirecte. À titre d'exemple, Auchan est le partenaire numéro 1 et exclusif d'Aunon-de-la-Terre.tv, la télévision du monde agricole. Auchan a été co-sponsor du lancement du film d'Édouard Bergeon, la version française de Kiss the Ground, Mission Régénération sur les Champs-Élysées il y a quelques semaines. En fait, on va aller s'imposer là où des gens qui ont des combats, une forme de militantisme, notamment sur notre engagement pour l'amont agricole et la souveraineté alimentaire, vont venir nous chercher pour aller chercher de la réassurance. Et évidemment que moi, j'achète également beaucoup d'études pour comprendre comment cette stratégie d'influence évolue. Et évidemment, si je suis sur cette stratégie-là, c'est qu'elle fonctionne parce qu'elle crée énormément de crédibilité dans des réseaux qui sont des réseaux de très grande influence. Mathieu Gabet, un mot de conclusion sur cette première table ronde. Beaucoup d'enseignements, grande richesse des résultats, des tendances évidemment à suivre, à construire, à accompagner. En tant que communicant, ça nous oblige. En tant qu'entreprise, ça nous ouvre des opportunités. On l'a vu tout à l'heure, l'entreprise est absolument clé en termes de locuteur de référence. On a vu le politique, le journaliste très bas, de la proximité, beaucoup de proximité. Ce qui me marque particulièrement année après année, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises qu'on entend le plus sont les entreprises internationales, les entreprises du CAC 40. Mais on peut aussi être une entreprise internationale et du CAC 40 et d'être en proximité. On peut être aussi au cœur des territoires. Et c'est ça qu'attendent les Français. Plus de prise de parole aussi dans les moments et dans les périodes difficiles. Delphine l'évoquait sur le sujet des crises, mais on peut aussi l'évoquer sur le sujet de l'emploi. Là, à l'heure où je vous parle, on est dans des logiques politiques très compliquées avec un 49.3 qui va faire réagir l'ensemble des Français aujourd'hui. Et au niveau social, on va vers des moments sans doute un petit peu complexes. Il y a une vraie attente de la part des entreprises de prendre la parole à sa place sur ces sujets-là. La crise sanitaire a fait que l'entreprise est un tiers de confiance, que ses collaborateurs attendent par rapport à ça énormément. Et nous, en tant que communicants, on doit l'intégrer dans notre stratégie. Donc, quand on accompagne nos 350 clients chez Epoca, quand on travaille avec les directions générales, les directions de la communication sur leur stratégie de communication, évidemment, c'est des éléments qu'on intègre. C'est des missions aussi de communication de plus en plus fines, de plus en plus de proximité, de plus en plus d'influence par rapport à ce que évoquait Philippe tout à l'heure. Et il y a un point sur lequel on n'a peut-être pas beaucoup insisté, mais qui me marque particulièrement, c'est le rôle de l'association, de la fondation à l'intérieur de ça, qui est un tiers de confiance très fort et sur lequel on peut s'appuyer pour travailler en cohérence et pouvoir, en étant évidemment aligné avec notre réalité d'entreprise, sur ce que ça peut apporter de manière beaucoup plus globale. Merci beaucoup à tous les cinq. On va marquer une nouvelle pause. On va parler
de RSE. On va parler aussi, dans la petite pause que vous allez voir, d'un moment très fort qui sont les assises de la parité, puisqu'on parlait d'égalité homme-femme en 2023. Ça sera à Bercy le 19 juin. On fait cette petite pause et je vous propose d'accueillir ensemble nos prochains invités. International Women's Forum est un réseau unique qui rassemble plus de 7000 femmes influentes au niveau mondial et nous sommes plus de 200 en France. Nous œuvrons pour l'égalité femmes-hommes dans les enjeux sociétaux et contribuons notamment à intégrer des femmes au sein des instances décisionnelles des entreprises. Nous avons décidé il y a près de 5 ans de créer les Assises de la parité pour rassembler au travers d'un dispositif unique tous les acteurs engagés sur ce sujet et participer activement à faire bouger les lignes. L'occasion notamment de se mettre en mouvement collectivement, de partager et aider à mettre en pratique les initiatives qui fonctionnent en France et à l'international, de décrypter les grandes tendances et de mobiliser largement en interne et en externe. Les Assises de la parité 2023 se tiendront sur le thème de la transformation en présence de milliers de décideurs, influenceurs et politiques. Transformation car malgré la réglementation au niveau français comme au niveau européen, quand on regarde attentivement les chiffres et la composition des COMEX, les résultats n'y sont pas. Et trop nombreux sont encore les métiers carrières et filières genrées. Transformation car quand on analyse l'accès à l'entrepreneuriat, le financement des startups et de l'écosystème entrepreneurial, la parité est loin d'être atteinte. Transformation car l'orientation scolaire et les parcours professionnels n'impactent pas suffisamment l'objectif paritaire. Transformation car la parité est loin d'être une réalité dans les salaires. Transformation car trop de biais conscients ou inconscients, individuels ou collectifs, culturels ou organisationnels sont encore présents au sein de notre société. Transformation car les bonnes pratiques, les initiatives qui fonctionnent, les réussites d'autres pays sont insuffisamment partagées, reprises, réexploitées. Transformation, car on recherche souvent que des rôles modèles, alors qu'il faut avant tout créer des conditions de réussite. Au regard de vos envies, engagements et objectifs en matière de parité, je compte sur vous pour rejoindre et élargir notre collectif composé d'une 50aine d'entreprises et institutions. Je vous dis à très bientôt et surtout n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez que l'association intervienne d'une manière ou d'une autre au sein de votre structure, en amont et ou en aval des Assises de la parité 2023. Voilà, un moment très important le 19 juin pour ces nouvelles Assises de la parité à Bercy, donc Assises 2023. Nouveau plateau avec Olivier Auger, vice-président communication de Samsung Electronics. Cher Olivier, soyez le bienvenu. Je suis très heureux aussi d'accueillir Albert Asseraf, qui est le directeur général de la communication et des nouveaux usages chez JC-Deco. Entreprise de médias, c'est un média, un afficheur dynamique. Et puis Laurent-Cédric Verscheur, le directeur associé senior chez Epoca, un spécialiste, un expert qui va nous écouter et qui dira ce qu'il en pense. Laurent, soyez le bienvenu. Albert, un mot peut-être, contexte global. On parlait tout à l'heure avec Delphine de la presse, de manque de crédibilité, des entreprises qui sont vraiment le repère de confiance des consommateurs et des citoyens. Et pourtant, on est dans un monde où l'opinion est permanente, où on mesure en permanence tout et n'importe quoi. Pour une entreprise comme JC-Deco, ça signifie quoi dans votre façon de communiquer ? Oui, alors vous avez raison, Eric. Nous sommes une entreprise sur l'espace public. Donc déjà, c'est une particularité, c'est que dans les 80 pays dans le monde où nous opérons, et en particulier en France, évidemment, où on est très connu, nous sommes sur l'espace public. Et donc, c'est un espace commun. Et donc, nous constatons que chacun a un avis sur cet espace commun, et donc y compris sur la place du mobilier urbain, de JC-Deco, de la publicité. Et quand vous dites les émetteurs se sont multipliés, en effet, les réseaux sociaux ont cette particularité de faire en sorte que n'importe quel individu, à un instant T, a un avis sur un sujet donné. Et donc, il y a à la fois une multiplication des avis, dont il faut le tenir compte quand on est une entreprise, puisque au-delà des considérations classiques, on a l'avis du grand public, en tout cas d'un certain public qui s'exprime, et puis de l'autre côté, aujourd'hui, vous l'avez dit, tout est sujet à mesure. Pratiquement, il ne se passe pas
une journée sans qu'il y ait un mini-sondage, un indicateur sur n'importe quel sujet. Et nous avons ici des spécialistes des études, et ils savent bien mieux que nous comment se construit une étude, avec quelle représentation, avec quelle analyse des résultats. Et donc il faut être très prudent. En venant tout à l'heure dans le studio, j'observais une affiche de la mairie de Paris, pas sur nos mobiliers, mais une affiche quand même de la mairie de Paris, donc je la regarde, et j'observe le 2 avril, vote sur les pour ou trottinettes. contre les trottinettes. Bon, on voit bien que c'est une manière tout à fait nouvelle d'interroger finalement le public. Je ne pense pas qu'il y ait de campagne pour ou contre les trottinettes des opérateurs, du grand public. Et qui va aller voter le 2 avril dans un bureau de vote, je crois, ou deux peut-être par arrondissement. Et ça va faire, il faut le savoir, l'avenir d'une industrie à Paris. Oui. Alors, ou non. j'aimerais vous poser une question à tous les deux. Je vais continuer avec vous, Albert, Oui. et puis ensuite je poserai une question à Olivier. Si je vous demandais là, quels sont les canaux, les leviers de crédibilité de la communication de JC Decaux. Là, vous me répondriez quoi? Nous, on a toujours eu une stratégie qui est la même depuis 60 ans, c'est nos parties prenantes. Les villes d'un côté, les collectivités, les partenaires, de l'autre, les annonceurs. Si nous avons la confiance des uns et des autres, nous avons réussi vis-à-vis de nos cibles immédiates. Mais ensuite, nous avons la cible du grand public, qui a parfois un avis sur la publicité, sur la nature des campagnes que nous réalisons. Et donc, il faut désormais aussi s'adresser à ce public nouveau pour nous, parce que nous étions une entreprise B2B, nous devenons une entreprise B2C. Olivier, entreprise mondiale, s'il en est, Samsung, vous diriez, là, pour répondre à ma question, que ce sont les salariés, ambassadeurs, qui portent cette crédibilité? Exactement. Moi, je suis convaincu qu'il faut passer par les salariés, qui sont les ambassadeurs, qui parlent à nos clients. Il faut vraiment un discours de preuve. Et sur les salariés, par exemple, tout le monde connaît l'index homme-femme. Aujourd'hui, on a une politique très volontariste où on a réussi en 3 ans à augmenter de 18 points le score sur l'index homme-femme, avec des actions très concrètes, comme réserver un budget spécifique lors des augmentations pour les femmes, comme augmenter toutes les femmes en congé maternité ou au retour de congé maternité. Ces actions sont connues dans l'entreprise, elles sont communiquées. Et je vous parle de ça parce que cet index, il est mesurable et il est publié sur les sites Internet. Donc à travers ça, on vient montrer que Samsung, qui s'engage en faveur de l'égalité homme-femme, qui s'engage autour de l'équité, prouve et dit concrètement, grâce aux collaborateurs... On pourrait résumer ça par la formule « le pouvoir de la preuve ». Le pouvoir de la preuve, exactement. Oui. J'y crois beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai plein d'autres exemples à partager avec vous, mais on ne peut pas juste avoir un discours sans pouvoir prouver ce qu'on avance, puisque les collaborateurs, en premier, vont dire c'est sympa le discours, mais nous, on ne voit pas exactement ça. Les clients vont faire le même constat et on n'est pas crédible. Et là, on se parle des entreprises crédibles. Alors, on a aussi fixé comme cap à cette table ronde, au-delà des canaux, des leviers, de la crédibilité, de la communication, de mesurer les attentes en matière de RSE, en matière de communication. Peut-être, Delphine, quelques slides sur le sujet. Et ensuite, j'aimerais avoir l'avis de Laurent sur ce qu'il vient d'entendre et sur la RSE. Peut-être juste quand même pour rebondir sur ce que vous disiez qui m'a vraiment interpellé au regard des résultats. Quand on demande aux Français, est-ce qu'on a plus confiance dans la prise de parole de l'entreprise quand elle est relayée par un certain nombre d'acteurs? Le premier acteur relais de confiance, ce sont les clients, mais le deuxième, vous le voyez, les collaborateurs de l'entreprise. Donc on est bien là-dessus, on parlait de preuves. La meilleure preuve, c'est qu'un collaborateur affirme effectivement que l'entreprise fait quelque chose, mène des actions sur les sujets dont on a parlé. On voit aussi un relais efficace du côté des partenaires associatifs. On en a déjà parlé dans la première table ronde, mais voilà, on a là des acteurs qui crédibilisent et clairement et qui donnent du poids finalement à la parole de l'entreprise. Vous disiez, voilà, on était B2B, on devient B2C. Il faut s'appuyer effectivement sur l'ensemble de ces partenaires acteurs et au premier rang desquels ces collaborateurs qui sont vraiment des ambassadeurs extrêmement importants. Sur la RSE, c'est un sujet dont on a déjà parlé, mais qui est effectivement le sujet aujourd'hui majeur pour les entreprises. On a évidemment enrichi cette mesure en demandant aux Français s'ils remarquaient qu'il y a de plus en plus de prise de parole des entreprises sur ces sujets d'engagement
de valeur et pas seulement de produits et de services. Vous voyez, la réponse est oui, elle est majoritairement oui, puisque quasiment 60% des Français aujourd'hui nous disent qu'ils remarquent ces prises de parole sur les engagements des entreprises. Ça augmente même un petit peu par rapport à l'édition précédente. On est sur une tendance, là encore, en croissance. Les deux vont en parallèle, la confiance s'élève. On remarque de plus en plus ces prises de parole et regardez surtout les résultats sur les plus jeunes, qui sont un public qu'on regarde toujours attentivement. 79% des 18-24 ans, donc quasiment 80% d'entre eux, avec une hausse de 8 points chez eux qui est très très forte, remarquent et sont attentifs et sont extrêmement sensibles à ce type de communication. Le résultat qui va avec, c'est le plébiscite de ces prises de parole, puisque 84%, vous le voyez, des Français nous disent que c'est une bonne chose que les entreprises prennent la parole sur ces sujets. Laurent, un mot. Un mot seulement. Non, deux. Ah non, mais alors, moi, j'attendais avec impatience évidemment ces résultats, et notamment, je trouve que en fait, ce qui est manifeste cette année, c'est le bond en avant par rapport à l'intérêt de la RSE, et notamment finalement plus largement à la question de la responsabilité des entreprises et des organisations. Et en fait, on revient quand même de loin. On a tendance à oublier parce qu'aujourd'hui, tout le monde, en effet, toutes les entreprises s'emparent en communication, mais surtout en stratégie du sujet de la responsabilité de la RSE. Mais la question de la responsabilité, ça fait déjà plus d'une centaine d'années qu'on l'adresse et qu'on la questionne aux États-Unis dans les années 30. Et je réfléchissais juste avant l'émission, encore en 2019 en France, au Sénat, pendant les discussions autour de la loi Pacte, les sénateurs qui disaient « mais est-ce que l'entreprise est là pour philosopher ?» Et je trouve qu'en fait, aujourd'hui, on est très très clairement avec la population française qui manifeste son intérêt autour des engagements de l'entreprise. Et puis aussi, finalement, derrière ce résultat, qui montre à quel point il y a une confiance dans la capacité d'action des entreprises. Alors justement, Laurent, d'après vous, on va vous écouter avec intérêt, sauf si ma question ne vous intéresse pas, mais quel est le meilleur ambassadeur dans l'entreprise du développement de la RSE? Ça doit être impacté up-down, ou alors vous faites confiance aux nouvelles générations pour prendre à bras le corps, ce qu'on vient de voir dans le slide, et imposer, même quand on est recruté, même à ses dirigeants, cette RSE. En fait, moi, je trouve que, alors évidemment, on a vu dans le slide juste avant qu'il y avait quelques locuteurs qui étaient particulièrement jugés crédibles, mais en fait, plus largement, on se rend compte qu'en fait, beaucoup sont crédibles aussi, y compris d'ailleurs les dirigeants et ceux qui sont justement à la commande de la stratégie. Et même si on les met dans une confiance qui est un peu moins élevée, moi, je trouve qu'en fait, déjà, elles progressent positivement et elle est aussi attendue et tout à fait convenable dans le sondage. Moi, je trouve en fait finalement que ça montre quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait il y a de multiples locuteurs qui peuvent être légitimes pour adresser ces sujets. Après, ça peut poser des questions d'un point de vue de la communication, d'une stratégie de communication. Je ne sais pas si on en parle un peu on va après, en parler. Mais parce qu'évidemment, il faut essayer de concentrer la parole et éviter qu'elle soit dispersée pour qu'elle soit aussi efficace et entendue. L'ambassadeur, donc, c'est tout à chacun, c'est le salarié, oui, c'est quel que soit son niveau hiérarchique. Quel que soit son niveau hiérarchique, en fait, après, pour autant qu'il soit entendu, mais je pense qu'en fait, en effet, chacun a quelque chose à dire, justement, sur finalement la stratégie de son entreprise, et c'est ça qui est nouveau aussi. La parole, elle est complètement libre, et elle a un potentiel aussi, justement, de participer à une démonstration finalement de comment on avance sur ces questions. Olivier, chez Samsung, je disais, énorme entreprise, vous dites souvent, en matière de stratégie de communication, ça doit être déployé et compris par tout le monde. En matière de stratégie RSE, ça doit être déployé et compris par tout le monde, mais avec des pays, des cultures, des états d'avancement face à la notion des RSE qui sont différentes. Exactement. Donc, ce qui est important, c'est que nous, les engagements de Samsung autour de la RSE, autour de l'environnement, c'est pas nouveau. La première déclaration date de 1992, donc ça fait plus de 30 ans. Et on a cette stratégie qui descend dans toutes les filiales au niveau mondial et ensuite au niveau local, chez Samsung en France. On en fait aussi notre interprétation dans les actions qu'on peut mener. Et là, ce qui paraît intéressant quand vous parlez des ambassadeurs, aujourd'hui, quand on recrute chez Samsung, et je pense que c'est partout pareil, il y a deux questions qui se posent. Quelle est votre politique RSE et est-ce que vous faites du télétravail ?
On parlera télétravail un autre jour. Et donc, aujourd'hui, c'est une demande forte de tous les gens qui intègrent l'entreprise, et pas seulement les plus jeunes, comme on entend parfois. On entend parfois que c'est une préoccupation des moins de 25 ans. Pas du tout, ça préoccupe tout le monde. Et nous, pour aller dans cette voie-là, en octobre dernier, lors de la semaine du développement durable, on a proposé à tous nos collaborateurs d'être formés sur la fresque du climat. On a organisé des conférences autour de nos engagements pour leur expliquer, voilà, nous, Samsung, où on en est, parce que ce sont les ambassadeurs. On a aussi fait une collecte de produits électroniques de manière à pouvoir recycler. Tout ça parce que, à la fois, c'était notre responsabilité que de nous adresser à nos salariés pour qu'ils comprennent bien où on en est, nous, Samsung, de notre politique RSE, comment elle est déployée, pour qu'ils puissent aussi être ambassadeurs et en parler autour d'eux. Et c'est extrêmement vertueux parce que, et ça, c'est pas simplement, parce que vous avez un peu abordé le sujet, c'est pas on a eu la demande, on l'a fait. On a senti qu'il était temps de mettre en place toute une semaine autour de la thématique RSE. On va continuer en 2023. Voilà. En tout cas, pour moi, chacun est ambassadeur de la politique RSE de l'entreprise. Albert, quels sont les impacts, les attentes en matière de communication de RSE chez JCDecaux, très concrètement? Nous, on a pris la décision de traiter le sujet au plus haut niveau de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une direction dédiée depuis plus de 20 ans. Elle est rattachée au directoire, c'est-à-dire en particulier à Jean-François Decaux et à Jean-Charles Decaux. Et donc, il s'implique personnellement. Et l'exercice que nous faisons ici aujourd'hui, eux-mêmes le font devant tous les collaborateurs du monde, à différentes séquences pour que tous les fuseaux horaires soient concernés, pour expliquer en particulier la stratégie RSE. On l'a fait il y a quelques mois. On va le refaire au mois de mai et au mois de juin, parce qu'on a une stratégie climat 2030 qu'on va annoncer. Donc on a considéré, mais ce n'est franchement pas nouveau dans l'entreprise, que c'était au cœur de notre métier. Je vais sans doute vous apprendre 3 ou 4 choses que tout le monde sait, sauf le grand public. Par exemple, 100% de nos mobiliers en France sont lavés à l'eau de pluie. J'imagine que vous ne savez pas qu'on récupère partout dans nos agences, dès lors qu'il pleut, il faut qu'il pleuve, hein, c'est sûr, l'eau de pluie, et avec ça on nettoie tous nos mobiliers. Un deuxième chiffre... C'est suffisamment détergent l'eau de pluie pour nettoyer? Ça l'est mieux que de l'eau et du détergent, c'est même encore mieux, si j'en crois les ingénieurs, et je leur fais confiance. Très bien. Deuxième info, on avait lancé, sous la risée de beaucoup de monde à l'époque, un plan hors noir il y a 15 ans. Ça veut dire apprendre à nos milliers de collaborateurs qui conduisent comment optimiser la conduite. On ne freine pas au dernier moment, on accélère quand il faut, et on a économisé 15% sur le carburant. Et je pourrais vous donner comme ça des chiffres à n'en plus finir. 85% de nos déchets sont recyclés. Bon, bref. Donc, c'est dans la nature de cette entreprise que de développer cette stratégie RSE. Et le faire savoir en interne est absolument clé. Et vous le disiez, monsieur, c'est souvent une des questions maintenant des jeunes recrues. En effet, elles nous posent la question, quels sont vos engagements, quelles sont vos preuves? Et ensuite, elles vont dire, je vais réfléchir. Parce qu'il faut faire la démonstration de ce qu'on annonce. Mais pardonnez-moi, vous diriez que ça passe avant la question du salaire ou des RTT ou de la question du télétravail, la question des engagements RSE de l'entreprise dans laquelle ces jeunes générations veulent travailler? Non, je ne vais pas les hiérarchiser, mais il n'est plus un entretien sans question sur le télétravail, c'est sûr. Plus un entretien sur la RSE. C'est sûr qu'on parle de salaire, j'en conviens, également, et de responsabilité, c'est normal. Mais ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Loin Même question, Olivier? Nous, on a déjà entendu des gens nous dire si vous n'aviez pas une politique RSE qui me parle, je ne viendrai pas dans votre entreprise. Et donc il y a des gens pour qui c'est crucial. C'est primordial. Donc pour qui c'est en haut de la pile? Exactement. Ou en tout cas, c'est à égalité avec d'autres composantes de la proposition. Mais bon, de toute façon, voilà, c'est nécessaire de pouvoir expliquer ce qu'on fait. Laurent, un mot peut-être, avant de repasser la parole à Delphine pour qu'on regarde ensemble le nouveau slide. Est-ce que pour vous, ce qu'on appelle la raison d'être, la raison d'agir de l'entreprise, ce marqueur de la RSE devient un truc central, parce que sinon l'entreprise, elle perd et sa raison d'agir et sa raison d'être maintenant? Oui.
Alors juste, je trouve qu'en fait, je rebondis, je réponds à votre question tout de suite après. Moi, je n'aurais pas envie d'opposer la question de la rémunération à la question de la RSE. Avoir une rémunération juste et qui correspond à ses compétences et au marché, c'est en fait une question aussi de responsabilité, de RSE. Et donc voilà, même si après on peut questionner et questionner les Français sur ces deux notions différentes et les hiérarchiser, en fait pour moi c'est intégré à la RSE. Sur la raison d'être, en fait, le sondage, j'ai été assez surpris en fait de la connaissance des Français sur cette terminologie, d'ailleurs de la raison d'être, qui est un peu technique et d'ailleurs en fait autour de laquelle on a plusieurs définitions possibles et donc voilà, je pense qu'en fait au-delà de ce qu'on dit et de comment on définit la raison d'être, ce qui est intéressant dans cette réponse, c'est que la question de l'utilité fondamentale de l'organisation, elle prend tout son sens et tout son intérêt avec la manifestation de ce résultat. C'est-à-dire que oui, on a envie de comprendre en quoi l'organisation est utile et puis finalement se poser la question aussi un peu de la durabilité de cette organisation. Donc, est-ce que c'est un cap dans cette idée-là? Oui. Visiblement, oui. Quand on écoute Olivier et Albert, ça devient le cap à suivre. Quelques slides, Delphine, il nous reste 10 minutes. Non, effectivement, on voit bien quand même que cette notion même compliquée, vous le rappeliez à l'instant, de raison d'être commence à s'installer aussi dans le grand public. C'est un signe quand même, je trouve, de la maturation aussi des Français sur tous ces sujets-là. Vous le dites tous, vous recevez des candidats, jeunes ou moins jeunes, qui ont déjà un niveau de maturité quand même assez fort sur le sujet. Il y a une maturation et avec cette maturation se consolide quand même l'idée que c'est bien, que c'est une bonne chose et qu'on est assez reconnaissant aux entreprises qui le font, qui le mettent en œuvre, de le faire. Vous le voyez, une majorité encore courte, mais beaucoup plus forte chez les plus jeunes, nous dit oui, c'est une bonne chose. Et on a envie que les entreprises continuent. Donc on est vraiment dans un moment à la fois de forte prise de conscience accélérée, mais il y a aussi des événements, je repense aux événements climatiques de l'été dernier, qui font qu'il y a une accélération aussi de ces sujets dans l'opinion, mais en même temps de l'accélération de la prise de conscience, de la maturation qui se met en place. Et j'avais envie de rebondir sur ce que vous disiez aussi tous les deux sur, c'est bien de vous êtes interrogés sur vos stratégies, vos grands plans d'action à l'horizon 2030-2040, mais ce qu'on observe vraiment dans l'opinion, et c'est ce que montre l'étude encore plus cette année qu'elle ne le montrait les années précédentes, c'est qu'on attend des preuves. Et sur des sujets concrets. Alors vous parliez de laver à l'eau de pluie, vous parliez de faire des économies de carburant pour l'ensemble de vos collaborateurs. On le retrouve ici. Regardez la liste quand on leur demande, voici une liste d'engagements. Quels sont les 3 sur lesquels on aimerait que les entreprises prennent la parole en priorité? Préserver les ressources au sol, favoriser le recyclage. Donc on est vraiment dans l'économie générale, on va dire, des ressources comme ce que vous citiez, beaucoup plus fortement que sur des thématiques qui apparaissent aujourd'hui comme trop globales et pas assez porteuses de preuves, lutter contre le réchauffement climatique. Ça, c'est bien, mais finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc on attend derrière ça vraiment des actions concrètes, des preuves des entreprises qui, le plus souvent, mettent, si possible, en scène les collaborateurs de l'entreprise qui eux-mêmes sont acteurs de cette transformation des entreprises. Je pense à la campagne de communication de la SNCF, la dernière, toujours en train de, par exemple, où on voit effectivement ces salariés qui eux-mêmes adoptent des éco-gestes, font des choses sur tous ces sujets. Mais clairement, on voit que la maturation, elle va avec cette attente nouvelle et de plus en plus forte de montrez-nous, donnez-nous les preuves de vos engagements sociétaux, environnementaux. Albert Asseraf, est-ce que finalement, quand on écoute le résultat de ces slides commentés par Delphine et les réflexions très pertinentes de Laurent, on n'a pas envie de dire, en fait, on a le sentiment parfois, puisqu'on demandait des preuves, que les entreprises font beaucoup, qu'elles ne le font pas savoir suffisamment, et qu'il faudrait peut-être en quelque sorte simplifier finalement la communication autour de quelques preuves concrètes. Ça vous irait ou pas ? Oui, vous avez raison. Je pense qu'on se contente trop souvent de faire et pas assez de dire parce qu'on considère, à tort, visiblement, que le fait d'avoir pris les engagements, de les avoir mis en œuvre, suffit au fait que ça va être diffusé, intégré par le plus grand nombre. Mais non, c'est-à-dire que
Et vous vous rappeliez que nous sommes un média, donc on est bien placé pour savoir qu'il faut communiquer pour faire savoir. Et donc on s'interroge en effet en ce moment même sur la meilleure manière de communiquer. Parce qu'on parlait, nous on a essayé d'initier un nouveau concept, par exemple, la qualité programmée, par opposition à l'obsolescence programmée. Pourquoi? Parce que nos mobiliers ont une durée de vie de 35 à 40 ans. Mais ça, il faut le faire savoir, il faut le montrer, il faut expliquer pourquoi un mobilier qui est démonté parce qu'une commande publique n'a pas de dimension environnementale, va être réinstallé dans un autre pays qui, lui, est moins regardant. C'est très clair ce que vous dites, Oui. mais par rapport à la première intervention que vous avez faite, comment trouver un chemin sur le faire savoir dans une opinion qui est permanente et qui zappe surtout en permanence? Je crains de devoir vous rejoindre sur le fait qu'il va falloir simplifier les messages. C'est-à-dire ne pas vouloir dire trop de choses, se concentrer sur 5 ou 10 messages très importants sur lesquels il va falloir insister pour qu'on les fasse connaître au plus grand nombre, plutôt que de vouloir dire trop de choses modestement. Et donc, c'est parfois frustrant, parce que ça veut dire éliminer des choses, mais il va falloir sans doute qu'on soit beaucoup plus concret, parce que sinon, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas justes, qui circulent, et en particulier sur les réseaux sociaux. Olivier, chez Samsung, les clients, les collaborateurs sont peut-être le bon relais pour faire savoir? Les clients, les collaborateurs sont les bons relais pour faire savoir. Ce qui est important aussi, on parlait tout à l'heure de raison d'être et là de la communication. Nous, quand on a commencé à entendre parler des problématiques autour de l'énergie, l'été dernier, on s'est dit que c'était intéressant pour nous de lancer une campagne. Donc on a fait une grande campagne de communication autour de l'utilisation des produits électroniques de manière à économiser l'énergie quand on les utilise. Et ça, c'était répondre à une problématique d'actualité. C'était prendre nos responsabilités, c'était aussi donner des conseils aux utilisateurs. Bien évidemment, on a diffusé ça en interne également. Donc les salariés en interne comprennent que l'entreprise sait se saisir d'un sujet d'actualité qui va permettre aux gens d'économiser de l'énergie, d'avoir une réduction sur leur facture énergétique. Et voilà, ça c'est Mais Olivier, le type de quand on projet. a recours aux énergies renouvelables, ce qui est le cas chez Samsung, quand on recycle des produits, ça veut dire qu'on met en place en interne des index qui permettent aux collaborateurs et aux clients de suivre la progression du recyclage de vos produits ou de l'utilisation d'énergies renouvelables? Exactement, et on communique là-dessus d'ailleurs. Aujourd'hui, la plupart de nos sites de production fonctionnent à l'électricité renouvelable. On recycle 95% des déchets. Nos produits, depuis 2019, consomment 20% de moins d'énergie qu'avant. Et on a désormais 20% de produits recyclés dans les produits comme un téléphone. Ça, c'est connu en interne et on en parle à l'externe parce que c'est important aussi de donner cette information aux consommateurs qui veulent acheter plus raisonnable. On a communiqué beaucoup autour de l'indice de réparabilité de nos produits. On était une des premières entreprises à publier l'indice de réparabilité. Donc ces messages-là, ils sont structurés et on prend la parole sur les éléments qu'on peut prouver et sur les éléments qui vont apporter une meilleure connaissance des consommateurs de nos produits et qui pourront après faire un choix en bonne intelligence avec les informations qu'on aura données. Delphine, c'est un sujet qui intéresse les Français que vous avez interrogé? Bien évidemment. Alors, de manière concrète, je veux dire. Un petit point là-dessus, on a quand même une capacité des Français à entendre certains messages, le plus souvent parce qu'ils sont émis par des entreprises qui sont particulièrement dans l'actualité. Je pense aux entreprises de l'énergie, par exemple, dont on mémorise assez facilement les prises de parole. Je voulais quand même compléter, parce qu'il me semble que vous l'avez tous les deux bien dit, et vous avez insisté beaucoup là-dessus. Quand on dit engagement, pour les Français, c'est large. Et vous disiez tout à l'heure, pourquoi mettre la rémunération à part, finalement, ça fait partie de forme d'engagement. On voit que la liste qu'ils dressent spontanément, on ne les aide pas. Spontanément, ils vont nous citer un certain nombre de thèmes dont ils ont envie que vous parliez. Alors, l'exercice va être compliqué parce que vous disiez qu'il va falloir faire le tri d'une certaine manière et peut-être cesser d'encombrer les prises de parole, mais les sujets attendus sont très très larges. Il y a évidemment la question environnementale autour de ce qu'on a dit, vraiment les actions concrètes autour de la préservation des ressources, on vient de le voir, mais il y a aussi toutes les actions, j'allais dire, sociales et sociétales autour du travail,
du salaire des employés, des salariés, de la politique de l'emploi, qui sont évidemment très très attendus compte tenu des préoccupations par ailleurs sur tous ces sujets des Français. Donc l'exercice est à la fois, j'allais dire, très excitant parce que le champ est vaste. Et l'intérêt est là. La complexité vient effectivement du fait qu'il faut parler de manière très claire, très précise, très concrète de ce qu'on fait et qu'on doit parler de beaucoup de choses, effectivement. Laurent, le mot de la fin. Alors justement, moi j'aurais envie de donner peut-être, mais vraiment sur le plan de la communication, un peu 4 conseils, mais qui recoupent beaucoup de ce qui a été dit, évidemment. On voit bien, et dans les briefs qu'on reçoit, qu'il y a une forme de ruée vers l'or, vers la RSE en matière de communication. Et pour moi, je pense qu'en fait, ça doit vraiment être exigeant pour nous en matière de singularité des messages. Chaque entreprise doit se poser la question de justement concevoir un programme de messages qui va être stratégique et qui va être singulier pour pouvoir justement correspondre à la bonne écologie de l'attention, pour pouvoir aussi être efficace en matière d'interaction avec ses publics. La deuxième chose, cet intérêt, il montre bien aussi qu'en fait, le niveau de jeu monte de la part des Français. Et donc, du coup, l'esprit critique, ou en tout cas le regard plus fin sur les messages qu'on leur présente, grandit. Et donc, je pense qu'en fait, là aussi, en tant que communicant, on l'a moins évoqué, mais il y a des vrais sujets de RSE washing à prendre en compte parce qu'il y a des risques en matière de réputation pour les entreprises et les organisations qui sont considérables. Je suis ravi de voir qu'en fait, on attend autant de preuves. Et d'ailleurs, en tant que communicant, on s'empare beaucoup des preuves des entreprises qu'on accompagne dans nos stratégies de communication. Je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, il y a aussi une sélection des preuves pour ne pas être dans quelque chose qui est anecdotique parce qu'on commence à se rendre compte qu'on peut être vraiment contre-productif. Et engagement, en effet, c'est un terme qui veut dire beaucoup de choses. Je pense qu'en fait, en tant que communicant, il faut qu'on réfléchisse maintenant aussi à l'impact. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà des engagements, et le directeur général d'ailleurs d'Auchan l'évoquait dans la première partie de l'émission, c'est aussi finalement qu'est-ce que ça fait bouger concrètement mon action et en fait en quoi elle a un impact positif pour la société. Et enfin, moi, le quatrième conseil que j'aurais envie de donner et que j'essaye d'appliquer, c'est la cohérence. C'est-à-dire qu'en fait, de la même manière qu'on doit avoir une ligne stratégique cohérente pour avancer sereinement et pleinement quand on dirige une entreprise, eh ben, en matière de RSE, c'est exactement la même chose. Et il faut sélectionner ces grandes thématiques, ces grands combats, ces grands défis et les adresser avec cohérence pour pouvoir finalement faire preuve d'efficacité. Laurent Verschure, directeur associé chez Epoca, merci beaucoup. Merci Albert Alseraf, directeur général communication de JCDecaux et bien sûr Olivier Auger, le vice-président de Samsung Electronics. C'est l'heure maintenant du palmarès. Je sais que c'est un moment attendu, très attendu, c'est pour ça qu'on le met à la fin, après des débats passionnants. Peut-être un petit mot sur l'un des slides Delphine tout à l'heure, sur la crédibilité des médias. Je vais vous montrer une petite bande-annonce sur l'Hémicycle, ce très beau magazine qui aime la politique que j'ai l'honneur de diriger avec Romain Reusseau. Nous, on essaie, à notre modeste niveau, de donner la parole à tout le monde, d'aborder les grands sujets qui traversent la société française, dont ceux aussi de RSE, de transformation, de changement de la démocratie. On a une petite émission à laquelle je vous encourage de participer, qui s'appelle Décideurs engagés. C'est un one-to-one avec un journaliste de talent, Arnaud Ardouin. Et on se retrouve dans quelques instants pour le palmarès.
Chaque lundi et jeudi sur l'Hémicycle TV, retrouvez On se dit tout, une émission animée par Arnaud Ardouin qui accueille des décideurs engagés pour mieux les connaître et appréhender ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre, de s'engager et de faire bouger les lignes. Ils nous livrent leurs réflexions sur les grands enjeux qui font la société, écologie, parité, handicap, égalité des chances, mais aussi leur regard sur la vie politique. On se dit tout, chaque lundi et jeudi sur l'Hémicycle TV. Voilà, de retour pour l'heure du palmarès. Arnaud Ardouin, décideur engagé. N'hésitez pas, c'est une superbe émission et dans laquelle on apprend plein de choses. Mathieu Gabet, président d'EPOCA. Alors, C'est d'abord, le rush. un petit mot, effectivement. Alors, je le disais un petit peu en introduction, les classements, c'est bien, mais je pense que tous les échanges qu'on a pu avoir sur le fond, sur ce que ça impose en termes de stratégie de communication est au moins, voire plus intéressant. Néanmoins, effectivement, le choix qui a été fait par les équipes d'Aris Interactive, c'est de pouvoir nous donner de la lisibilité par rapport à ça. Alors, un petit point aussi, et c'est pas par volonté de vous frustrer, souvent, quand on présente ou quand il y a des remises de prix, il y a des discours, il y a des gens qui interviennent, en général, on passe pas forcément un très bon moment, mais tout le monde dit qu'il est content à la fin parce qu'il y a eu des trophées, etc. C'est pas la philosophie qu'on a voulu avoir avec Delphine, mais plutôt de vous présenter très rapidement les différents palmarès, vous donner la possibilité, évidemment, à la suite, pour tous ceux et toutes celles qui sont présents dans nos locaux, dans les studios Victoire et dans nos locaux aujourd'hui, d'aller récupérer à la suite de cette conférence leur trophée, de faire une petite photo, de repartir avec. Pour toutes celles et tous ceux qui n'ont pas pu se déplacer, évidemment de revenir le chercher et on vous accueillera évidemment pour pouvoir le refaire à ce moment-là, mais aussi de vous dire que derrière il y a possibilité d'aller beaucoup plus loin que tout ça, puisque Delphine le disait en introduction, c'est 6000, un tout petit peu plus de 6002 Français qui ont été interrogés, ce qui nous permet d'avoir des panels extrêmement fins et avec les équipes d'Aris Interactive, on est capable de vous présenter des résultats sur votre notoriété, pour les entreprises B2B surtout, sur votre crédibilité en termes de prise de communication et cette année, un nouveau classement, des nouveaux résultats sur la perception des Français, sur vos prises de parole en matière de responsabilité sociale et environnementale. C'est passionnant parce qu'à chaque fois, vous avez des échantillons, ce qui vous permet d'aller regarder plus précisément ce que pensent de vous sur ces sujets-là, les CSP+, les jeunes, les personnes plus âgées, etc. etc. Et donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à la suite, évidemment, de cette émission pour qu'on puisse vous présenter ces grands enseignements. Il y a un package qui a été construit pour pouvoir, sous 2 à 3 semaines, vous présenter ça en détail. Alors, la façon dont ça va se passer va être très, très simple, mon cher Eric. Première partie, avec Delphine, on va balayer les classements sectoriels en donnant 2-3 points de repère par rapport à l'année dernière de temps en temps. Et ensuite, le classement général, avant de présenter pour la première fois le classement sur le volet RSE. Delphine, du coup, je vais te laisser commencer. Je reprécise, je remonte quelques instants la liste des 250 entreprises benchmarkées. C'est écrit petit parce qu'il y en a beaucoup, mais ça permet comme ça de s'y retrouver, de savoir si on est dedans ou pas. Alors, on me pose souvent la question, Delphine, pourquoi est-ce qu'on est dans ce classement? Pourquoi est-ce qu'on n'y est pas? Alors, on a un raisonnement de temps. On essaie d'abord d'épouser la réalité de l'ensemble des secteurs d'activité. Donc, ces 250 entreprises appartiennent à 27 secteurs d'activité différents. Au sein de chaque secteur d'activité, on va essayer de sélectionner les leaders, effectivement, pour qu'il y ait une surface suffisante pour que les Français puissent répondre à la question: est-ce que vous croyez, est-ce que vous trouvez que la prise de parole de cette entreprise est crédible? Bien Donc évidemment. ce n'est pas que tu veux en mettre certains plus que d'autres? Pas du tout, absolument pas. Alors qu'est-ce que ça donne par secteur d'activité? On va regarder quand même au global, parce que ça éclaire sur le palmarès qu'on va dévoiler juste après. Il y a des secteurs qui bénéficient d'une crédibilité plus forte que d'autres. Au premier rang desquels, on le voit, le secteur des institutions. On a vu, l'entreprise est un acteur de confiance, mais au sein de la sphère publique, on va dire, les institutions restent effectivement ce secteur qui suscite le plus de confiance dans leur prise de parole. Ensuite, on va retrouver des secteurs qu'on avait déjà vus tout en haut de ce palmarès pendant la crise sanitaire, la grande distribution, la distribution spécialisée, mais aussi des secteurs, j'allais dire, vraiment de proximité, on l'a dit tout à l'heure, dans les territoires, notamment les automobiles, équipementiers par exemple, avec 69%, et la grande consommation, l'e-commerce. À l'inverse, vous voyez, il y a des secteurs qui sont plus éloignés des Français aussi, plus B2B souvent, qui suscitent une confiance moins élevée. Le conseil en stratégie, l'audit, agriculture,
l'agriculture coopérative ou le conseil encore ESN Ingénierie, qui arrive sous une barre un peu en dessous de la barre de 50% de crédibilité lorsqu'ils prennent la parole. Voilà, donc ça donne déjà un angle. Et donc, on va commencer avec le classement par secteur et donc le classement des activités de poste et de courrier. Et j'ai l'honneur de commencer avec le groupe La Poste qui garde sa première position sur le podium cette année, mais qui est rejoint, vous le voyez, par UPS qui se hisse au même niveau devant Donc Cocorico Felex. pour la Poste, puisque les deux autres Cocorico sont pour la Poste, plutôt des groupes qui a une stabilité, une solidité assez remarquable année après année et qui tient sa place de leader. Alors, par rapport à ça, ce qu'on voit à l'écran, là, c'est les résultats, effectivement, des entreprises testées dans le secteur. Et puis, les équipes de Delphine, derrière, font le regroupement. Et ça permet aussi de voir les évolutions. On vous les passera très vite, on ne vous les commentera pas à chaque fois. Mais ça vous permet de voir la richesse, juste déjà, de ces résultats-là, avant de vous présenter tout ce qu'on pourrait vous présenter en détail. Deuxième secteur qui a été testé, c'est le secteur agriculture coopérative avec InVivo en première position devant Limagrain et en troisième position Execo. Alors il y a beaucoup aussi d'Execo qui peut y avoir. Il faut savoir qu'on est sur une étude où il y a beaucoup d'entreprises qui sont testées et avec des résultats qui peuvent être parfois très serrés. Quand les équipes d'Aris Interactive ont moins de 0,5 points d'écart de crédibilité, évidemment, ça génère de l'égalité avec des changements dans ce secteur, puisque InVivo était troisième l'année dernière et donc est monté cette année en première position. Alimentaire Avec Picard qui conserve sa première position devant Danone et Nespresso. Peu de changements dans ce secteur dont on a vu quand même qu'il bénéficiait d'une confiance assez solide auprès des Français. Pareil, les résultats du secteur de l'alimentaire, vous voyez, avec une quinzaine d'acteurs qui sont testés par les équipes d'Aris Interactive. Secteur de l'audit, des vrais changements. KPMG prend la première place devant Deloitte et Grant Thornton qui fait son entrée. Très intéressant de voir les résultats de Grant Thornton. Entreprise moins connue en termes de notoriété, mais important de préciser aussi, Delphine, comment ça se passe. Est-ce qu'on regarde la crédibilité en tant que telle ou est-ce qu'on l'intègre à la dimension notoriété? Bien sûr, on prend la précaution de demander aux Français qu'on interroge s'ils connaissent ces entreprises et à ceux qui nous ont répondu à la connaître, on pose la question de la crédibilité, bien évidemment. D'autant plus que Grant Thornton ne fait pas partie des Big Five dans le conseil, donc c'est une performance remarquable. Exactement, et donc le classement du secteur de l'audit. Delphine, automobile équipementier, avec un petit changement quand même à noter cette année. Renault qui se hisse au deuxième rang du podium devant, à égalité maintenant avec Mercedes. Renault n'était pas à la deuxième position l'année dernière. Et donc la dizaine d'entreprises testées dans le secteur automobile équipementier. Un secteur banque, crédit conso. Alors un petit point intéressant parce qu'il y a eu quelques questionnements d'entreprises par rapport à la façon dont sont nommés les secteurs. Delphine, tu peux peut-être dire un mot par rapport à ça. Ça reste un choix de tes équipes par rapport aux entreprises qu'on met à l'intérieur. Tout à fait. On se place aussi du point de vue des Français qui ont une vision à peu près comme celle qu'on indique de ces secteurs-là qui, effectivement, quand on les interroge, classent ou rangent dans la même catégorie les acteurs qu'on voit ici dans ce grand secteur banque, crédit à la consommation. Avec le Crédit Mutuel qui reste en première place, la Caisse d'épargne qui prend la deuxième place et donc des structures mutualistes très fortement représentées, la Banque Postale et le Crédit Agricole en troisième position, ex-aequo, petite inversion par rapport à l'année dernière. Et donc l'ensemble des entreprises testées, la douzaine d'entreprises testées dans le secteur banque crédit conso avec le crédit conso qui, un petit peu sans surprise, arrive beaucoup plus bas dans les classements. Et confirmation de ce qu'on a vu lors de la première table ronde, le modèle mutualiste effectivement et coopératif fonctionne à plein lorsqu'il s'agit de la crédibilité de la prise de parole des entreprises. Grande catégorie, Delphine, conseil ESN, ingénierie. Avec un IBM qui garde sa position de leader, avec deux poursuivants à égalité, Capgemini, Atos, mais IBM qui est très installé dans sa position de premier de la catégorie. Intéressant de voir qu'une entreprise comme Atos, qui aujourd'hui est en pleine transformation, garde néanmoins un facteur de crédibilité, en tout cas sur la marque en tant que telle, vis-à-vis des Français. Évidemment, c'est la photographie en toute fin d'année dernière et tout début de cette année, donc c'est très récent. Donc c'est intéressant de voir qu'évidemment, il y a un effet aussi d'impact auprès d'un public de Français. Donc la douzaine, pareil, d'entreprises testées dans le secteur conseil ESN ingénierie.
Un secteur qui a été beaucoup challengé, Delphine, le secteur conseil en stratégie, où on a 2 entreprises à égalité, et on l'avait vu tout à l'heure en introduction quand tu présentais, secteur où le niveau de crédibilité est très faible. Hein. Ce qui se passe aujourd'hui sur on va dire les scandales qui peuvent ressortir au niveau grand public par rapport à ces sujets-là ont clairement un impact. Hein. Un secteur qui n'a jamais été très haut, mais qui en tout cas aujourd'hui est très bas, avec Roland Berger et Bain qui sont en première position devant le BCG. Des changements très clairement sur ce secteur, avec 7 entreprises qui sont testées. Dans la construction. La construction, avec une entrée de Vinci Construction hein, sur le podium cette année. C'est Bouygues Construction qui quitte le podium. Eiffage garde sa position de leader devant Colas. Alors Delphine, une question qui nous est aussi souvent posée, qui est de savoir par exemple pourquoi est-ce que c'est Vinci Construction qui est testé et pas le groupe Vinci. Alors très précisément, on essaie de faire travailler nos répondants, nos Français, par secteur d'activité. Donc c'est un sens pour eux d'entendre Vinci Construction, de lire Vinci Construction plutôt que Vinci au sens large, qui est par nature trop diverse pour que les Français puissent se prononcer sur la confiance qu'ils ont dans la prise de parole dans ce secteur-là de l'entreprise. D'autant plus qu'on verra un Vinci Immobilier tout à l'heure dans le secteur immobilier, donc un raisonnement effectivement par marque sectoriel par rapport à ça, et donc les autres acteurs de la construction qui sont également testés auprès des Français par les équipes d'Aris Interactive. Un secteur, on l'a vu tout à l'heure, qui par contre est très haut, c'est le secteur de la distribution spécialisée, avec un vrai changement, c'est l'entrée de Monsieur Bricolage en 3e position, et on le verra tout à l'heure dans le classement général, avec une très forte percée. Intéressant évidemment de décrypter tout ça, quand avec les équipes d'Epoca et d'Aris Interactive, on est amené à faire des restitutions de vos résultats personnalisés et des grandes tendances par rapport à ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Souvent, les directions de la communication et les directions générales auprès de qui on parle se disent « mais comment vous savez tout ça sur nous ?» Eh bien, les résultats d'une étude comme celle-là peuvent décrypter très clairement votre stratégie d'aujourd'hui et peuvent vous donner les clés de votre stratégie pour demain. Tu insistais tout à l'heure sur l'intérêt des questions qu'on a présentées lors des 2 tables rondes et des résultats. L'intérêt de ces résultats-là, c'est qu'ils permettent aussi d'expliquer ces classements. Hein. Si M. Bricolage est là, c'est aussi parce qu'il répond à ces attentes de proximité territoriale, mais aussi de proximité en termes de sujet, par exemple. C'est une entreprise française installée sur le territoire. Voilà, on a, au travers de l'ensemble des résultats, une manière de décrypter aussi la place de chacun, les évolutions aussi de chacun, année après année dans le palmarès. Avec une petite vingtaine d'entreprises testées. Un secteur éditeur de logiciels, Delphine. Éditeur de logiciels avec un changement quand même au sein du podium, mais Dassault prend la première place. Il occupait la 3e l'année dernière, hein, devant donc Oracle et Cisco Systems. Et voilà les autres acteurs testés, dont SAP que l'on voyait tout à l'heure. Dans le secteur entertainment et sport, Compagnie des Alpes, comme l'année dernière, 2e position pour Disneyland Paris, qui prend cette 2e place, et en 3e position Ubisoft, qui était 2e l'année dernière. Un secteur qui forcément avait été très fortement touché par la crise Covid, et avec des rééquilibrages dessus. Et voici les résultats pour les différentes entreprises, les 6 entreprises testées dans le secteur. Grande consommation. Grande consommation, un classement assez stable, BIC, HP, Groupe SEB, comme l'année dernière. C'est un secteur, on l'a vu, hein, qui est assez bénéficie d'une confiance assez forte et assez stable dans le temps, avec des acteurs qui occupent des positions relativement stables aussi dans le temps. Le secteur de la grande distribution avec 3 ex-aequo, Intermarché, Leclerc, Lidl, avec des résultats extrêmement serrés pour l'ensemble des acteurs, hein, comme vous le découvrez, et avec un niveau de crédibilité très élevé. Hein. Philippe évoquait tout ce qui peut être fait par Auchan tout à l'heure, et donc on voit que tout ça est extrêmement faible comme écart. Tout à fait. C'est aussi des entreprises, hein, quand on le mesure, dont on voit que leurs prises de parole sont mémorisées. Hein. Quand on demande aux Français de nous restituer des prises de parole d'entreprises, on a beaucoup de restitutions d'entreprises de la grande distribution qui apparaissent. Secteur de l'immobilier, Delphine. L'immobilier, alors des nouveautés quand même, avec entrée sur le podium de 2 acteurs cette fois-ci, CDC Habitat et Nexity, cette année, qui restent derrière Action Logement, le leader, mais qui font une entrée assez remarquée dans le podium cette année. Les autres acteurs de l'immobilier qui sont testés.
Il y en a 8 très exactement. Bouygues Immobilier, Vinci Immobilier, on retrouve effectivement cette logique quand même de tester. Avec des résultats très différents d'ailleurs en termes de classement, intéressant de Exactement, d'un l'observer. secteur à l'autre, ouais, effectivement. Dans le secteur de l'industrie, pas de grands mouvements. Legrand devant Siemens comme l'année dernière et Airbus Group qui prend la place d'Ariane Group. Mais les résultats sont aussi très serrés puisqu'on retrouve 2 points derrière Ariane Group. Donc il faut faire attention aussi dans l'interprétation, mais je te laisserai le compléter ce point-là. Des fois, on a des directions de la communication, des directions générales qui nous disent c'est terrible, j'ai perdu une place ou c'est terrible, j'ai perdu 1 point ou 2 points. Il faut, Delphine, je pense, Regardez raison les garder. écarts. Voilà. Regardez les écarts qui, tu l'as dit à plusieurs reprises, sont souvent très ténus entre les premiers acteurs, en tout cas du secteur. On peut considérer qu'un écart d'une année sur l'autre est significatif à partir de combien de points, Delphine ? On voit dans le secteur, on a des mouvements de 3, 4, 5 points qui commencent à être assez robustes. Ce n'est pas le cas de tous les secteurs. En dessous, il faut relativiser l'analyse correspondante. Alors, c'est un peu le phénomène de l'année quand même. On a vu que le secteur des institutions est le secteur de toute manière qui est jugé le plus crédible lorsqu'il s'agit de prise de parole de ces acteurs. On a mesuré aussi chez Ares Interactive dans beaucoup d'enquêtes d'opinion, dans ce contexte de crise et notamment, on le sait, de crise géopolitique avec la guerre en Ukraine, la remontée très très forte de la confiance des Français envers l'armée, au sens très très large du terme. On voit le podium cette année qui... mais avec des écarts qui sont très faibles. Avec des niveaux qui sont très élevés, et on voit l'Agence spatiale européenne qui était sur le podium l'année dernière et légèrement en dessous, sans avoir d'ailleurs forcément baissé, mais les autres ayant légèrement augmenté. Le CNRS qui est tout près aussi avec 80%. Enfin voilà, on a un pool d'acteurs quand même de confiance là, et la moyenne du secteur est très élevée aussi, mais un pool d'acteurs de confiance encore une fois, dans un moment de crise accélérée où on a aussi besoin de s'appuyer sur des experts, des acteurs de confiance et des sachants et des scientifiques. On l'a vu lors de la première table ronde où les scientifiques gardent quand même... Et qu'est-ce que tu penses des campagnes de communication qui sont très fortes des différentes armées ? Elles sont très fortes, elles sont très mémorisées, très restituées aussi par les Français. Elles frappent vraiment les esprits. On parlait tout à l'heure, à l'instant, de la difficulté quand même à se faire entendre, à se différencier, à se singulariser. Et clairement, la communication de l'armée, des armées de manière générale et de la Marine nationale, c'est impacter les esprits des Français. Ouais. Aucun changement dans le secteur du luxe, aucun mouvement. Chanel, Hermès, Richemont, exactement comme l'année dernière. Et 5 acteurs qui étaient testés cette année. Et aucun changement non plus dans le secteur des médias, dont on a vu quand même dès le début de la présentation des résultats qu'ils bénéficient d'une confiance relativement faible, et Radio France garde... Alors des médias, des journalistes, mais finalement quand on regarde le niveau de confiance en tant que tel avec de là de grosses variations quand même, on le voit, là pour le coup on a des écarts entre les 3 premiers et les suivants qui sont relativement élevés sur ce secteur. Un secteur dont on a indirectement beaucoup parlé tout à l'heure, qui est le secteur des mutuelles et des assurances, avec les mutualistes qui sont évidemment sur le podium. La Massif qui prend la première place devant la Maïf et la MAF, alors que l'année dernière, nous avions la Maïf devant MGEN et la Massif. Donc quelques petits changements, mais encore une fois, quand vous regardez le détail des résultats, on voit que c'est très serré. Tout à fait. Restauration, hôtellerie, tourisme avec Pierre et Vacances sur la première marche. Accor et Club Med donc qui fait son entrée sur le podium cette année. Avec les différentes entreprises testées encore une fois. Dans le secteur de la santé, UPSA devant Pierre Fabre et Boiron, avec quelques petits écarts, puisque l'année dernière, c'était Pierre Fabre et Roche qui étaient en première position, et vous retrouvez l'ensemble des acteurs de la santé. Il y en a beaucoup qui ont été testés, avec des écarts qui sont très importants, entre le haut UPSA avec 69% et Servier dans un contexte qu'on peut aussi évidemment comprendre historique par rapport à la marque Servier. Service aux entreprises avec un podium large puisqu'on a 2 ex-aequo sur la première marche, Edenred et Group Up, suivi de Manpower qui fait son entrée dans le top 3 et Bureau Veritas qui conserve sa place sur le podium également.
la douzaine d'acteurs testés dans le secteur. Dans le secteur des technologies, à égalité à la première place, Samsung et Sony. Ils étaient premiers et deuxième réciproquement l'année dernière. Et Microsoft à la troisième place, comme l'année dernière. Voici tous les résultats du secteur technologie, avec aussi, entre le premier et le dernier, des écarts très significatifs. On a parlé aussi de l'impact et de la perception des réseaux sociaux. Alors même si on pas confondre l'entreprise et le réseau social et ce qu'il fait. Néanmoins, on pourra en tirer sans doute quelques conclusions. Télécommunications, grande stabilité, Orange, Free, puis Bouygues Télécom. Même classement que l'année dernière. Avec quatre acteurs testés. Dans le transport, dans le secteur des transports, Air France KLM à égalité avec le groupe ADP. Air France était premier devant ADP l'année dernière. Et en troisième position, comme l'année dernière, Keolis et Geodis, avec le même niveau de crédibilité perçu par les Français. Pour rappel, c'est toujours et systématiquement par rapport à des Français qui connaissent la marque ou l'entreprise qui s'exprime sur la crédibilité. Ce sera la même chose tout à l'heure quand on vous présentera les résultats en matière de perception de l'impact RSE de l'entreprise ou de l'institution. Et ce classement sectoriel s'achève sur le secteur Utilities Énergie, avec là encore un secteur, on le sait, très très médiatisé dans la période. Et donc sans surprise quand même, tous les acteurs dont on a beaucoup entendu les prises de parole dans la période figurent sur le secteur EDF, Veolia, RTE, Engie, Enedis. Les acteurs. Je juste aller préparer les trophées. Très bien. Eric est invité sur une émission de télé, donc il va nous laisser terminer très tranquillement. Je reviens. Voilà. Il y a eu un il revient tout à l'heure sur le rooftop. Effectivement, il y a une actualité. Et donc, on va passer au classement général. Ce classement général, donc, c'est les 250 entreprises qui sont classées. Et donc, pour ne déranger personne, pas de classement au-delà de la 150e position, Delphine. Mais déjà des très belles marques et des très... Et on l'a vu, souvent des scores assez élevés quand même de crédibilité. Ensuite, je vous laisse regarder les résultats entre la 100e et la 150e place, avec des fois des écarts qui peuvent être très très petits. On peut gagner 10 places avec combien de pourcents d'écart, Delphine ? Avec simplement 1 ou 2 points d'écart, on peut remonter 1 ou 2 points d'écart, donc fort. Attention encore une fois dans les interprétations. Ce qui est toujours intéressant, et on aura plaisir à vous le montrer lors de récision de best personnalisée, c'est que c'est un classement auprès de l'ensemble et la moyenne des Français. Ensuite, il y a des choses extrêmement intéressantes en termes de classement à regarder auprès des jeunes, par exemple, ou d'autres catégories de population, qui font bouger là aussi les lignes assez vite, évidemment. Classement entre la 60e et la 100e place. On commence déjà à être dans des niveaux de crédibilité perçus par les Français très élevés. On retrouve des entreprises qu'on citait tout à l'heure comme étant best in class très largement dans leur secteur d'activité. Donc l'impact sectoriel, évidemment, je dirais qu'on ne peut pas grand-chose contre son secteur d'activité, à moins d'avoir, on va dire, quelque chose d'exceptionnel à l'intérieur de tout ça. Donc attention aussi à ces interprétations-là. Et c'est pour ça que les équipes d'Harris Interactive vous donnent une lecture sectorielle et une lecture globale avec toutes les précautions évidemment qu'il faut prendre en termes d'analyse. Entre 30 et 60, est-ce que tu as des remarques, on va trouver aussi évolutions, des leaders au secteur aussi, mais qui, tu viens de le rappeler Mathieu, sont parfois un petit peu entravés par leur secteur de référence, qui n'est pas un secteur très porteur en crédibilité, mais certains s'en sortent malgré tout très bien dans ces secteurs qui sont encore une fois regardés avec un tout petit peu de précaution par les Français. On va rentrer dans le top 30, donc entreprises classées entre 4 et 30. Voilà, on va trouver alors beaucoup d'entreprises là qui renvoient aux secteurs les plus crédités de confiance qu'on a vu tout à l'heure, les institutions, la grande distribution. Là, voilà, plus on se rapproche du podium, plus on va trouver des entreprises qui existent, fonctionnent et ont des activités dans ces secteurs crédités de confiance par les Français. Donc le classement général final, donc le top 3, puisque cette année il y a un top 3, l'année dernière on était dans une situation un peu particulière puisqu'il y avait un premier qui était Leroy Merlin et qu'on avait en deuxième position 4 entreprises ex aequo. Cette année, qu'est-ce que ça donne, Delphine ? Alors on le voit apparaître, Decathlon, Leroy Merlin,
armée de l'air à égalité avec Leroy Merlin. Encore une fois, on retrouve ici le poids des secteurs, on l'a dit à plusieurs reprises, mais aussi, on le sait, c'est aussi l'illustration de la réussite de ces entreprises à s'appuyer aussi sur ce qu'ils font, les leviers de la crédibilité de la prise de parole. J'en ai beaucoup parlé aujourd'hui, mais la proximité, par exemple, la présence dans le territoire, la proximité au sujet des Français, et puis aussi tout ce qui va consister à travers les communications à dire aux Français on est proche de vous, on est proche de vos occupations et quelque part on prend soin de vous aussi d'une certaine manière. On retrouve ici des acteurs qui sont vraiment dans le quotidien des Français et qui répondent au travers de leur communication et évidemment de leur activité aux principales préoccupations des Français dans le contexte, encore une fois, tendu que nous connaissons depuis maintenant quelques années. Donc une nouvelle question qui a été posée aux Français. Est-ce que tu peux nous expliquer, Delphine, un petit peu Oui. plus en détail comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça veut dire? Le palmarès précédent, il est fondé sur la question est-ce que vous avez confiance dans la prise de parole de cette entreprise? Celui-ci, il est un petit peu différent. On a posé aussi une question sur la confiance qu'on accordait à chacune des entreprises quand elle prend la parole cette fois-ci sur ses engagements environnementaux et sociétaux de manière plus resserrée. Là encore, on disait tout à l'heure, c'est une prise de parole qui est encore difficile parce qu'elle est très exigeante. Elle demande notamment d'apporter beaucoup de preuves de ces engagements environnementaux et sociétaux. Les Français ont une forme de maturité face à ça. Ils savent décrypter quand même beaucoup les messages. Et derrière les messages, ils attendent de voir les actions comme preuve effectivement de ces engagements. On va regarder qu'il y a des vainqueurs, des entreprises très différents comme classement. Très différents dans des secteurs extrêmement, enfin en tout cas 2 secteurs très très différents, qui sont aussi des secteurs qui sont très médiatisés, qui sont très présents dans l'actualité évidemment et dans le halo médiatique, mais vous le voyez, Édouard Leclerc, EDF et Intermarché sont les 3 entreprises qui sont perçues les plus crédibles lorsqu'elles prennent la parole sur la question de leurs engagements sociétaux et environnementaux. Là, vous le voyez, les scores aussi sur les 10 premiers, parce qu'évidemment, l'ensemble ont été testés, des 250. Sur les 10 premiers, vous le voyez, les scores sont relativement serrés, on va dire, à partir du 5e, mais il y a quand même, dans les 3 premières positions, des acteurs qui se détachent vraiment en termes de crédibilité sur ces prises de parole sociétales et environnementales. Voilà, il me reste à vous remercier pour avoir participé, pour vous rappeler que vous avez la possibilité de contacter Marion qui est en charge d'organiser, si vous le souhaitez, des restitutions avec un benchmark personnalisé pour vous comparer aussi à des acteurs de votre secteur ou autres sur ces 3 questions clés avec un échantillon représentatif de Français à chaque fois et la possibilité évidemment de vous donner aussi une feuille de route par rapport à votre stratégie de communication corporate par rapport à tout ça. Delphine, le mot de la fin ? Une belle édition, je crois, pleine d'enseignements. Et puis, c'est toujours satisfaisant de voir que les efforts de communication qu'Epoca pilote et que nous, on mesure assez régulièrement, portent leurs fruits. On voit qu'il y a quand même des acteurs qui, même évoluant dans les secteurs difficiles, réussissent quand même à rendre leur communication remarquée, remarquable et crédible. Et je pense que c'est autant de signes d'encouragement à la communication des entreprises. Et rendez-vous l'année prochaine. Merci à tous nos invités parce que c'est grâce à eux qu'on a pu faire ça. Et à l'année prochaine ou sur le rooftop pour prendre un verre pour ceux qui sont là avec leur trophée. À très bientôt.